Dans un laboratoire illégal de chimères, des scientifiques découvrent que notre personnage principal, une puissante chimère de rang S connue sous le numéro 17, perd de ses capacités. Décidant qu'elle n'est plus utile, il s'en débarrasse en l'envoyant dans le royaume des démons avec un groupe de chasseurs, lui demandant de les protéger, mais lui interdisant de revenir. À l'intérieur du royaume, d'innombrables monstres attaquent, mais 17 les détruit sans effort, assurant la survie des chasseurs. Lorsque la mission se termine et que la porte commence à se fermer, les chasseurs l'abandonnent comme prévu. Sans ordre restant et son corps défaillant, les souvenirs humains de 17 refont surface. Il était un orphelin kidnappé et transformé en chimère après avoir reçu des injections de plus de 500 cellules de monstres. Alors que sa vie s'éteint, son noyau libère une explosion massive. Et dans une tournure choquante, le numéro 17 renaît, non pas comme un monstre, mais comme son moi humain original une fois de plus. 17 est émerveillé alors qu'il essaie de comprendre ce qui vient de lui arriver. Il réalise que les cellules de monstre en lui sont toujours actives, ce qui signifie qu'il n'est pas un humain ordinaire. Il comprend que le laboratoire en a déjà fini avec lui, c'est pourquoi ils ne sont pas venus le chercher. En plus des changements sur son corps, le numéro d'expérience sur son poignet a disparu. 17 pense qu'il a pu revenir à la vie grâce à la capacité des monstres de type feu qui résident dans son corps. Apparemment, à moins que le noyau ne soit détruit, la créature peut survivre jusqu'à 3 fois. Cependant, il y a un dicton selon lequel le phénix ne fusionne pas avec les cellules humaines, ce qui conclut essentiellement que son propre cas est spécial. 17 comprend que tout ce que le laboratoire a fait pour le garder sous contrôle a complètement disparu. Et comme sa vie en tant que numéro 17 est terminée, il pense à vivre comme un humain normal. Dans sa quête pour commencer une nouvelle vie, il pense à un nom pour lui-même, et il conclut sur Xion Daoun. Xion pense initialement à se venger, mais il abandonne l'idée car il ne sait même pas qui il est censé cibler. Néanmoins, il est confiant qu'il finira par croiser ses cibles un jour. Lorsque Xion réalise que son corps est nu, il comprend que trouver des vêtements sera la première étape pour devenir humain. Il commence à se promener dans le royaume des démons et trouve bientôt une rivière, qu'il pense être utile. Il regarde autour de lui et trouve soudain un monstre oiseau mort, décédé d'un empoisonnement. Comme il avait besoin de cuir, il a compris que la peau de l'oiseau ferait l'affaire. Il transforme son bras en lame, et avec ce qu'il a appris au laboratoire, il se met à dépouiller l'oiseau. Au moment où il enfonce sa lame dans la peau de l'oiseau, une forte odeur de poison emplit l'air. Néanmoins, Qian continue à dépouiller l'oiseau, et finalement, il rend l'oiseau mort nu. Il a maintenant une grande peau qu'il peut utiliser comme tissu, mais il est déçu que la peau soit très raide. Et de plus, elle n'a pas été traitée. Juste à ce moment-là, il se souvient qu'il peut réellement tanner la peau lui-même. Il s'y met et commence à frapper la peau jusqu'à ce qu'elle devienne très douce. Xion est fier de ce qu'il a accompli, et il ne perd pas de temps à couper la peau en forme. Pendant qu'il fait ça, l'oiseau est soudainement revenu à la vie derrière lui. En utilisant ses poings, il déchire la peau à la forme parfaite qu'il veut pour qu'elle devienne un vêtement d'homme des cavernes. Il remarque que tout le poison ne s'est pas dissipé, mais il est trop paresseux pour y travailler, et il décide de laisser tomber. Juste à ce moment-là, il entend les oiseaux gazouiller, et il se retourne pour être surpris que l'oiseau ne soit pas réellement mort. Xian remarque que l'oiseau bouge selon ses mots, ce qui suggère finalement qu'il pourrait le comprendre. Xian est plus surpris que l'oiseau montre déjà tous les signes de la mort, mais pour une raison quelconque, il était toujours en vie. Sans trop y penser, il comprend que c'est l'un des monstres de type immortel. Il sait que son ancien moi aurait tué l'oiseau sans réfléchir à 2 fois. Mais comme l'oiseau est déjà trop faible pour bouger, il ne voit aucune raison pour laquelle il doit le tuer. Il les considère tous les deux comme des êtres chanceux, et il exhorte l'oiseau à bien vivre sa seconde vie, tout comme il prévoit de le faire. Alors qu'il s'éloigne, Xion mentionne qu'il pourrait finir par se rencontrer à nouveau quelque part si le destin le veut. Après avoir résolu son problème de vêtements, il comprend que la prochaine chose à l'ordre du jour est de se trouver une maison. Xion commence à regarder autour de lui, et le premier endroit qu'il trouve est une grotte où il rencontre un monstre géant de type 1000 pattes. Peu intéressé à vivre dans un endroit aussi sombre, il l'abandonne. Mais avant de partir, il soulage le monstre de sa tête. En quittant la grotte, il erre jusqu'à atteindre les montagnes enneigées. Il rencontre des monstres de glace, mais il les élimine facilement aussi. Il considère les montagnes enneigées comme un non car il va être difficile pour lui de trouver de la nourriture. Il continue sa recherche de la maison parfaite, et après tant d'efforts, il trouve enfin un endroit qui lui convient. Il y a un lac dans la région, et la végétation est verte avec une colline encerclant la région. Il vérifie le lac et réalise qu'il est rempli de poissons qu'il peut utiliser pour se nourrir. Tout ce qui fait une maison parfaite est présent dans la région, et sans trop de débat à ce sujet, Xion comprend qu'il a trouvé où construire sa nouvelle maison. Ailleurs, une chimère de type mécanique vient de se retrouver dans le royaume des démons. Puisque Chan a décidé de construire une maison à cet endroit, il trouve un terrain approprié, et il transforme son bras en longues lames acérées. Avec juste un swing, il coupe des bois et les arrange. Quand il place les bois de fondation sur le sol, il remarque des bosses, et il corrige cela en dégageant le terrain jusqu'à ce qu'ils deviennent plats. Une fois qu'il a terminé avec cela, il saisit les arbres,
et il commence à les enfoncer dans les 4 coins qui serviront de poteaux de maison. Après cela, il a posé des planches sur le plancher de la maison, et pour les murs, il n'a pas pu mettre la main sur des clous, alors il a utilisé de la bave de monstre de type escargot. Apparemment, les baves sont toujours très solides, mais il ne sait pas si cela va être étanche ou non. Pour les touches finales, il utilise de la soie de cocon de larve de ver à soie. Chan est satisfait de ce qu'il a construit, mais il remarque que quelque chose semble manquer. Il commence à penser à ce que d'autres maisons humaines ont qui lui manque actuellement. Il pense à un jardin ou même à un chien, mais il rejette l'idée car il ne peut pas élever de chien dans le royaume des démons. Il conclut qu'il va faire un potager, mais même cela le laisse en conflit car il doit penser à quelque chose qui va pousser dans le royaume des démons. Soudain, il lui vient à l'esprit qu'il y a une montagne enneigée près de lui où il peut obtenir une plante particulière appelée mandragore. Kion se dirige immédiatement vers l'habitat de la mandragore, qui sont les montagnes enneigées où l'énergie démoniaque est la plus forte. La neige épaisse sur les montagnes lui a rappelé quand il a été kidnappé enfant et envoyé au laboratoire. Même s'il a traversé la douleur, il ne peut pas nier le fait que devenir une chimère a ses avantages. Certains des avantages d'être une chimère sont qu'il n'a pas à s'inquiéter du froid ou de la faim. Momentanément, il trouve les plantations de mandragore. Apparemment, les mandragores sont extrêmement sensibles au stress, et elles sont comme un monstre de type poisson-lune. Elles peuvent essentiellement mourir même des moindres changements environnementaux. Puisqu'il prévoit de relocaliser la mandragore, il comprend que choisir les plus jeunes, les plus adaptables, sera le mieux. La première chose qu'il fait est d'enlever les racines, et il pense aussi à se couvrir les oreilles car elles sont connues pour crier quand on les dérange. Il sort une des mandragores, mais à sa surprise, elle reste silencieuse. Il suppose que c'est un coup de chance, et il en sort une autre, mais le résultat reste le même. En fait, les mandragores font une bonne sieste et s'en fichent. Il en sort plusieurs autres, mais aucune d'entre elles ne crie comme il s'y attendait. Apparemment, les mandragores hurlent quand des humains les cultivent artificiellement. Comme le monde des humains a peu d'énergie démoniaque, elles sont souvent stressées, ce qui explique pourquoi elles hurlent comme des damnées. Si on les arrache de force, elles hurlent aussi, et meurent à la fin. Comme elles sont dans le royaume des démons, les mandragores n'ont aucune raison de hurler. Cependant, Chao ne comprend pas pourquoi les plantes n'essaient pas de fuir parce qu'elles devraient au moins essayer de s'enfuir. Soudain, il se rend compte qu'il a en fait des cellules de mandragore dans son corps, et qu'elle le considère probablement comme l'un des leurs. Il pense que c'est une bonne chose parce que c'est moins stressant pour lui. Xian pense déjà aux bonnes choses qu'il peut obtenir en cultivant les mandragores, comme du thé, et même en les mangeant comme des collations. Cependant, prendre leurs fruits de force les rend toxiques, et Xion se rend compte qu'il doit trouver un moyen de convaincre les plantes de lui faire confiance. Juste à ce moment-là, il remarque qu'il y a des chasseurs dans les environs, et il décide d'aller voir ce qu'ils font dans les dangereuses montagnes enneigées. Pendant ce temps, 2 chasseurs affrontent une horde de monstres de type lapin de Rambé après avoir été laissés derrière par leurs camarades. Les 2 chasseurs survivent à peine grâce à leur barrière, mais même celle-ci est sur le point de se briser. Les 2 commencent à regretter d'être devenus chasseurs parmi tous les autres emplois disponibles. Juste au moment où ils sont sur le point d'être tués, quelque chose apparaît soudainement de nulle part et frappe le sol devant eux. Cela attire leur attention et celle des lapins aussi. Quand la poussière de l'impact commence à se dissiper, ils sont surpris de voir l'image d'une personne s'approcher d'eux, et ce n'est autre que notre MC. Xion réalise que les monstres sont des lapins des neiges, et au moment où les lapins sentent l'aura émanant de son corps, la panique s'installe, et ils disparaissent tous dans les airs. Les chasseurs n'arrivent pas à croire que des monstres de Rambé se soient enfuis à la vue de Xian. Les 2 remercient Xian de les avoir sauvés, et ils se présentent à lui. Il fait de même, mais les chasseurs sont vraiment confus parce qu'ils n'ont jamais entendu un nom aussi bizarre auparavant. Xian demande alors aux chasseurs pourquoi ils sont dans le royaume des démons parce qu'ils voient clairement qu'ils sont des chasseurs de Baran. Les chasseurs avouent qu'ils l'ont fait pour de l'argent. Apparemment, il y avait une tâche à accomplir pour capturer une chimère vivante, et la récompense promise était très tentante. Au moment où il mentionne une chimère, Xion se met sur la défensive, supposant qu'il parle de lui. Juste à ce moment-là, les chasseurs mentionnent que la chimère s'est échappée d'un laboratoire, et on dit que c'est une chimère de type mécanique. Comme il n'est pas de type mécanique, il se rend compte qu'il n'a pas à s'inquiéter. Il prévoit de mettre la main sur un cristal de porte et de retourner dans sa nouvelle maison. Xion demande alors aux 2 où est leur équipement parce qu'il est à peu près sûr qu'ils ont des cristaux de porte. Les chasseurs révèlent alors que les types qui les ont trahis ont emporté tout leur équipement avec eux. Les chasseurs demandent ensuite à Xion s'il a l'intention de retourner bientôt dans le monde des humains parce qu'ils sont presque à leur limite. En gros, les humains ne peuvent pas rester longtemps dans le royaume des démons à cause de l'énergie démoniaque qui va les tuer. Cependant, cela n'a aucun effet sur Xion à nouveau. Les chasseurs commencent à supplier Xion de les sauver, mais juste à ce moment-là, Xion localise les chasseurs traîtres. Il vole immédiatement dans les airs et se dirige vers l'endroit où se trouvent les chasseurs, tandis que les 2 chasseurs ont failli faire dans leurs pantalons parce que leur sauveur a disparu juste devant eux. Ailleurs, les chasseurs ont réussi à coincer la chimère et sont prêts à la battre. Au moment où ils commencent à converger sur elle, la chimère active avec colère son mode de combat, prête à affronter les chasseurs sans crainte. Momentanément,
Xion arrive au dernier endroit où il a senti la chimère, seulement pour ne trouver que du sang et l'équipement de chasseur. En plus de cela, il y a une empreinte de pas d'enfant mélangée à des traces de bêtes, suggérant que la chimère changeait de forme en combattant les chasseurs. Puisque la chimère était faite de métal liquide, il est logique qu'elle puisse changer de forme librement. Cependant, le matériau utilisé pour la fabriquer est assez rare, c'est pourquoi ils l'ont faite petite, pas plus grande qu'un enfant ou un chien. Xian est impressionné que la chimère ait pu affronter 5 chasseurs de rang B qui étaient après elle. D'un autre côté, les 2 chasseurs sont déjà à leur limite, et l'un d'eux a même un bébé en route. Ils s'attendent à leur disparition certaine quand Xian apparaît sur la scène portant leur équipement sur son dos. Les chasseurs commencent à le supplier de les sauver, et juste au moment où il allait les ignorer, il se souvient que les 2 n'ont plus de cristaux de porte. L'un des chasseurs sort 2 millions en espèces, disant à Qian qu'ils sont prêts à acheter les pierres s'il les a. Il est évident qu'ils vont mourir s'ils ne sortent pas du royaume des démons et vite. Qian est époustouflé par la somme d'argent qu'on lui offre pour la pierre de porte même s'il n'en a pas vraiment besoin. Néanmoins, il décide de prendre l'argent parce qu'il pourrait en avoir besoin quand il décidera enfin de visiter le monde des humains. Xian leur ouvre alors une porte, et le chasseur s'incline devant lui assurant qu'il n'oubliera jamais la faveur qu'il vient de leur faire. Le chasseur attrape son ami déjà épuisé pour qu'il puisse partir, et c'est alors que Xian mentionne que les pierres de porte étaient toujours d'environ 200 000. Mais le chasseur lui dit que les prix ont changé il y a longtemps. Le chasseur demande à Xian pourquoi il s'intéresse à cela, et il révèle qu'il se sent un peu mal de les avoir extorqués. Pour se débarrasser de cette culpabilité, il décide de faire quelque chose pour eux en retour. Il tape sur l'épaule du chasseur épuisé et commence à infuser du mana dans son corps, choquant finalement les chasseurs. La technique est quelque chose avec laquelle même les chasseurs de rang A ne veulent pas s'impliquer. C'est parce que les manas pourraient s'entrechoquer et s'emmêler, ce qui romprait leur trou de mana, causant finalement la mort. Les chasseurs ont supposé que Xian allait échouer et qu'ils allaient mourir, mais à leur plus grande surprise, il a réussi, et il a purifié l'énergie démoniaque. Les chasseurs se sont serrés fort dans les bras parce qu'ils pensaient qu'ils étaient déjà morts. Après avoir fini de les aider, Chan décide qu'il est temps pour lui de partir. Les 2 commencent à le remercier tout en se demandant à quel point son mana est puissant pour qu'il ait pu facilement l'infuser dans le chasseur épuisé. Après que les chasseurs soient partis, il retourne chez lui, et il est heureux que son voyage se soit bien passé. Il remarque que les mandragores sont déjà réveillés, et il se dit qu'il est temps de les planter. Il trouve un endroit sur la terre où il plante les mandragores, mais elles semblent malheureuses. Xian se demande ce qui ne va pas avec elles, et il essaie de leur donner du mana pour qu'elles se sentent mieux. Comme prévu, leur humeur a réellement changé, laissant Xian soulagé. Pendant ce temps, la chimère mécanique se cache dans le buisson derrière lui, et même s'il peut sentir l'énergie de la chimère, Xian décide de ne pas bouger tant qu'elle ne veut pas réellement se connecter avec lui. Xian entre dans sa maison, et il déverse tout ce qu'il a obtenu des chasseurs, y compris l'argent. Parmi eux, il y a un brûleur portable, 8 pierres de porte, des vêtements de rechange et des sacs de couchage. Xian est content que tout soit juste ce dont il avait besoin, et heureusement pour lui, il y a aussi des ramen dans le sac. Il se souvient que la dernière fois qu'il a mangé des ramen, c'était à l'orphelinat. Comme il a faim, il décide de faire des ramen pour lui-même. Suivant les instructions sur le paquet de ramen, il prend une casserole et sort pour aller chercher de l'eau. Cependant, un poisson sort de l'eau pour l'attaquer. Comme il va avoir besoin d'autres ingrédients pour les ramen, il le tue et fourre le poisson dans la casserole. Pour ajouter plus d'ingrédients au ramen, il trouve des œufs sauvages, des herbes pour servir d'oignons, et fourre tout dans la casserole. Pendant ce temps, la chimère mécanique regarde, et son estomac gargouille pour de la nourriture. Qian a allumé le gaz et a commencé à préparer les ramen, mais l'odeur terrible des ramen a presque étouffé les mandragores à mort. Même si la nourriture sent vraiment mauvais, la chimère mécanique est vraiment intéressée par elle. Comme elle veut manger de la nourriture, elle pense à une idée géniale et se transforme en chien. Elle a appris que les humains aiment les chiens, et en plus, ils ressentent plus de sympathie envers les animaux blessés. Il s'approche de Xian comme un chien, mais Xian sent facilement que c'est la chimère mécanique. Xian évalue la situation et se rend compte que la chimère mécanique est encore jeune et en apprentissage. Il se demande comment la chimère a pu s'échapper du laboratoire et se frayer un chemin dans le royaume des démons. Comme la chimère est disposée à le rejoindre, il lui offre les ramen affreux qu'il a préparés. Les 2 s'assoient ensemble pour manger, et cela rappelle à Xian l'époque où ses camarades orphelins et lui aimaient manger des ramen à l'orphelinat. Une fois qu'ils ont fini de déguster leur beau repas, Xian dit à la chimère qu'elle peut partir car il doit nettoyer. Le chien se retourne pour partir, mais alors qu'il s'éloigne, Xian lui rappelle qu'il boitait de la patte gauche plus tôt. La chimère est choquée et se rend compte qu'elle a été découverte, mais elle change sa patte supposément affectée et continue d'avancer. Peu de temps après, il décide d'essayer de faire la lessive et sort certains des vêtements qu'il a reçus des chasseurs. Il se dit qu'il doit le faire car il ne peut pas porter des vêtements en cuir pour le reste de sa vie alors qu'il n'est pas un putain d'homme des cavernes. Il place la chemise sur un rocher, et il se dit qu'il va simplement suivre les instructions sur la façon de faire la lessive qu'il connaît déjà. Il saisit un petit bâton et frappe doucement la chemise, mais à sa grande surprise,
même sa douce frappe brise le rocher et la chemise. Xion est frappé par la frustration de ce qui vient avec le fait d'être fort, mais il trouve du réconfort dans le fait qu'il a une autre chemise à essayer. Cependant, il remarque que la chimère mécanique le traque toujours même si elle a refusé d'entrer en contact. Elle se transforme en gros en tout ce qui convient à son déguisement, et elle surveille chacun de ses mouvements. Avec tout ce qu'il a vu jusqu'à présent, Xian se rend compte que la chimère mécanique a encore moins de 5 ans. De plus, elle a une élocution mécanique maladroite, ce que Chan trouve acceptable car ce n'est qu'un effet secondaire chez les jeunes chimères à qui on a implanté de force des connaissances. Après un moment vraiment difficile, il réussit enfin à faire la lessive, et elle ressort bien. Cependant, c'est après avoir lavé la chemise qu'il s'est rendu compte qu'elle était trop petite pour lui. Mais au lieu de l'abandonner, il a décidé qu'il allait simplement l'accrocher à la corde à linge et la laisser là comme un trophée. Après cela, il se dit que vérifier les mandragores est la prochaine chose sur sa liste. Juste au moment où il a laissé le tissu sur la corde, la chimère mécanique l'attrape et l'enfile juste parce qu'elle imite ce qu'elle a vu chez d'autres humains. La chimère mécanique déclare que la chemise est enfin la sienne, et pour mieux la porter, elle se transforme en une jeune fille avec de beaux cheveux longs. En regardant les mandragores, Cheyenne se rend compte qu'elles agissent vraiment bizarrement, ce qui n'est pas censé être le cas. Les feuilles sur les plantes sont déjà flétries, et les racines semblent sèches. Xion est confus car il a arraché toutes les mauvaises herbes lorsqu'il préparait le champ pour les mandragores. Xion enquête ensuite attentivement, et c'est à ce moment-là qu'il découvre qu'il y a des parasites souterrains qui rendent la vie difficile aux mandragores. Il se reproche de ne pas avoir vérifié minutieusement, ce qui a presque conduit à la mort des plantes. Il se dit qu'il doit faire un jardin correct, qui fait à peu près la taille de sa maison. Juste au moment où il est sur le point de commencer, la chimère apparaît et le salue. Xion est choqué de voir que la chimère s'est transformée en fille et essaie même de lui parler. La fille demande à Xion si la structure derrière lui est sa maison, et Xion dit oui. Elle demande ensuite s'il est originaire de la région, et au moment où Xion entend cela, il décide de se moquer un peu d'elle. Xion dit qu'il est originaire de la région, et il demande à la chimère de quelle tribu elle vient. La chimère est stupéfaite par la question. Mais après y avoir réfléchi rapidement, elle mentionne qu'elle vient d'au-delà de la cascade, ce qui est assez loin. Elle ajoute que c'est si loin qu'il est pratiquement impossible pour Xion de trouver. Cheyenne décide de jouer avec elle davantage en demandant si elle vient de la tribu de la noix de coco, qui se trouve près de la cascade. La chimère accepte rapidement cela, disant qu'elle vient de la tribu de la noix de coco. Cheyenne mentionne ensuite la tenue qu'elle porte, disant qu'elle lui appartient évidemment. La fille soutient que ce qu'ils trouvent dans leur tribu leur appartient automatiquement. Qion décide de reculer, disant à la fille qu'elle est libre de la voir. Qion lui demande pourquoi elle est dans la région, et elle explique qu'elle a été expulsée de la tribu, c'est pourquoi elle a une faveur à demander. La fille dit à Qion qu'elle aimerait vivre dans sa maison, et elle le supplie d'accepter. Qion joue le rôle d'un imbécile en lui demandant ce qu'elle voulait dire en vivant là-bas, et elle révèle qu'il semble être sûr. Qion se rend compte qu'elle a besoin d'un endroit pour se réfugier, et il accepte. Mais il lui fait savoir qu'elle doit faire ses preuves. La fille accepte, et elle suggère que Xion lui donne un travail à faire. Xion lui dit ensuite qu'il va avoir besoin d'elle pour labourer le champ parce qu'il veut construire une nouvelle maison pour les mandragores. La fille ne perd pas de temps à lui arracher le bâton tout en lui assurant qu'elle est douée pour utiliser sa force. Elle saccage immédiatement le sol, choquant Xion car la fille n'essaie même pas de cacher sa propre force. Xion se rend alors compte qu'elle n'a pas l'habitude d'être une enfant normale, elle ne comprend donc pas comment il se comporte. Soudain, la fille est frappée par la question de savoir quel est votre nom. La fille est choquée car elle n'en a pas, mais elle décide de se créer un nouveau nom. À en juger par les fleurs qu'elle a vues plus tôt, elle déclare que son nom est Kimnari. Xion comprend comment elle a inventé le nom, mais il n'est pas prêt à se disputer avec elle. Momentanément, elle finit avec le jardin, et Xion installe la clôture en pierre. Xion y place ensuite les mandragores, et elles adorent évidemment le nouvel environnement. Xion remarque que Kimnari pleure, et il lui demande quel est le problème. Elle mentionne que voir les mandragores lui rappelle ses amis, ce qui choque Xion car il ne s'attend pas à ce que le laboratoire permette à ses produits d'être sociaux. Soudain, Xion sent une aura étrange dans l'air, et il se rend compte que des monstres se battent entre eux. Nari dit ensuite à Xion qu'elle a vu un monstre poussin plus tôt, et à en juger par l'aura dans l'air, le monstre poussin est attaqué. Xion n'est pas ému, mais il remarque que Nari est mal à l'aise, ce qui le choque. Étonnamment, Nari veut qu'il sauve le monstre, mais elle a du mal à l'exprimer à cause des ordres qui ont été inculqués en elle. Elle n'a pratiquement pas de libre arbitre, mais Xion décide de l'aider. Il dit à Nari que le poussin pourrait réellement survivre s'il l'aide, et cette suggestion pousse Nari à charger vers l'endroit où le monstre poussin est attaqué par un groupe d'autres monstres ennuyeux. Nari frappe les monstres avec colère, leur disant d'arrêter de brutaliser le poussin. Passant à l'histoire de Nari, il s'avère qu'elle était brutalisée par ses camarades expérimentaux parce qu'elle était toujours assidue, et elle fait tout ce qu'on lui demande. Ils se liguent en gros contre elle et la battent à mort, c'est pourquoi elle déteste les brutes. Animée par la colère du passé, elle bat tous les monstres sans pitié. Xion s'occupe des mandragores lorsque Nari revient avec le poussin blanc dans sa main, mais le poussin est inconscient à cause de l'attaque qu'il a subie.
Chaeyoung est sur le point de lui dire quoi faire quand il se rend soudain compte que le poussin est très familier. Nari fond en larmes en suppliant Chaeyoung de sauver l'oiseau, et Chaeyoung propose d'aider. Il place sa main sur le poussin et y transfère du mana car il n'y a aucun signe de blessure mortelle. Ce faisant, Shon se rend facilement compte que le poussin était le monstre de type immortel dont il a pris la peau. Cependant, Shon est confus quant à la raison pour laquelle le monstre a rétréci à une petite taille, mais il suppose que sa méthode de régénération est différente de la sienne. Après avoir fini de le nourrir avec du mana, Nari demande si le monstre fait face à une menace sérieuse, mais Qian mentionne qu'il est pratiquement mal nourri. Il mourrait de faim à cause de sa petite taille, et Chaeyoung assure à la fille que le monstre se rétablira de lui-même puisqu'il lui a donné du mana. Étonnamment, Nari a peur de laisser le poussin tout seul, et elle supplie Chaeyoung en demandant si elle peut élever le monstre. Elle promet d'entraîner correctement le monstre et même de le nourrir. Shon dit à Nari que le monstre poussin pourrait devenir gigantesque en grandissant, mais cela ne dérange pas Nari, qui assure à Shon qu'elle ne le nourrira qu'un petit peu. Shon n'est pas prêt à recommencer à argumenter avec elle, et il accepte qu'elle s'en occupe. Xion pense que ce sera aussi pratique de le laisser dans la cour pour la surveiller. Soudain, le monstre oiseau se réveille, et dès qu'il ouvre les yeux, il reconnaît Xion. Alors que Nari se réjouit que le monstre soit réveillé, le monstre, lui, fixe prudemment le type costaud qui se tient devant lui. Le monstre est également dégoûté d'être attrapé et balancé par une petite fille, ce qui le laisse se demander comment une petite fille s'est retrouvée dans le royaume des démons. Alors que Nari entend un son go-go, Chaeyoung entend le monstre oiseau crier à l'aide. Chaeyoung est choqué de réaliser qu'il peut comprendre ce que dit l'oiseau. Nari est ravie d'avoir un animal de compagnie, et elle ne perd pas de temps à le baigner. Et elle a même trouvé un nom pour lui. Le meilleur nom qu'elle ait trouvé est Go, car l'oiseau fait des sons go-go comme un pigeon. L'oiseau monstre n'arrive pas à croire qu'il lui donne des noms de déchets. Go se lève et se met à crier sur Nari, forçant la jeune fille à croire que Gu pleure et veut plus d'eau. Elle n'hésite pas à l'éclabousser davantage d'eau, mais cela ne fait que rendre la vie plus difficile à Gu. Gu est allongé sur la table, suppliant Nari d'arrêter de l'éclabousser d'eau. Comme Nari ne peut pas comprendre Go, Shon intervient et dit à Nari d'arrêter de l'éclabousser d'eau. Nari décide alors que Go a besoin de nourriture, et elle sort en chercher. Plus tard, Shon se rend compte qu'il va avoir besoin d'un espace de stockage, et il abat des arbres pour pouvoir les couper aux dimensions qu'il souhaite. Cependant, l'arbre se brise au moindre contact, ce qui laisse Chan confus. Il sait qu'il a suivi toutes les instructions dont il a connaissance, mais Gu lui fait savoir qu'il se trompe sur toute la ligne. Gu mentionne que les arbres ont des textures différentes, et celui que Qian essaie de couper est essentiellement du bois tendre. Qian est surpris d'apprendre que les arbres ont des duretés différentes, et Gu n'arrive pas à croire à quel point le type est stupide de ne pas le savoir. Qian demande alors à Gu quelle couleur signifie le bois le plus dur, et Gu révèle que le bois de couleur rouge est le plus résistant. Soudain, le monstre poussin comprend que Qian peut réellement le comprendre. Mais pour confirmer, il décide de créer un pont télépathique pour entrer dans la tête de Qian, mais Qian le bloque dès qu'il le remarque. Gu demande alors à Xion comment il est capable de le comprendre, et Xion mentionne qu'il sent en gros des mots humains apparaître dans sa tête. Xion, de son côté, trouve plus bizarre qu'un monstre puisse comprendre des mots humains. Gu hésite à révéler comment il peut faire ça, mais Qian comprend que c'est l'un des rares monstres de type intelligence nés d'une faible probabilité. Qian en a toujours entendu parler, mais c'est en gros la première fois qu'il en voit un en personne. Qian souligne ensuite le fait que lui et le monstre se sont déjà rencontrés, et Gu ne le nie pas. En fait, Gu attendait de le revoir car il lui a sauvé la vie en enlevant sa peau infestée de poison. Gu avait déjà promis que chaque fois qu'ils se rencontreraient, il allait aider Tian, même si ce n'était qu'une fois. Tian finit par comprendre que son noyau d'immortalité est resté parce qu'il s'est débarrassé du poison qui ravageait le corps de Gu à l'époque. Comme il propose d'aider, Xion demande s'il est prêt à rendre service à ce moment-là, et il répond par l'affirmative. Gu dit à Xion de le suivre, et il conduira Xion là où poussent les arbres rouges. Ils sont sur le point de partir quand Nari revient en courant avec un chasseur à ses trousses. Le chasseur utilise des attaques de type feu, ce qui effraie Nari. Le chasseur n'est pas content de devoir attaquer une petite fille, mais en même temps, toute sa vie et sa carrière sont en jeu s'il ne récupère pas la chimère mécanique. Le chasseur rattrape Nari, qui s'est effondré au sol en larmes. Il lance une puissante attaque de flamme pour essayer de submerger Nari, mais Shon bloque l'attaque. Shon a l'air absolument furieux avec Gu assis sur son épaule alors qu'il se ferait un chemin vers la scène en cultivant leur aura. Go dit à Xion qu'il parlera à Xion des arbres après avoir sauvé Nari. Xion remarque que Nari agit de façon totalement étrange parce qu'elle a peur du feu, et il décide d'éteindre le feu en premier. Go est furieux que le chasseur intimide un enfant, et le chasseur, de son côté, est furieux que quelqu'un qu'il ne connaît pas l'empêche de remplir ses fonctions. Qian dit en gros au type de se taire parce qu'il parle beaucoup. Cela met le chasseur en colère, et il libère avec colère plus de puissance de feu de son corps, mais Qian fait quelque chose de facile pour le maîtriser. Il frappe la colline derrière lui avec une explosion d'énergie qui l'a fait s'effondrer sur le chasseur. Le chasseur s'en rend compte très tard, et avant qu'il ne le sache, il se retrouve piégé sous un énorme tas de sable. Xion vérifie ensuite que Nari n'a plus à s'inquiéter.
Il lui assure que tout ce qu'elle a à faire quand elle a peur de quelque chose, c'est de l'assommer. Xion décide ensuite de s'enquérir du chasseur. Il lui saisit la tête et essaie de le sortir du sable, mais à sa grande surprise, les cheveux du chasseur se détachent. Xion est surpris quand il voit ça, mais il est totalement époustouflé quand il voit la vilaine tête chauve du chasseur. Toute l'équipe est surprise parce que le chasseur a l'air si jeune, mais il est déjà chauve, c'est pourquoi il cache son insécurité en portant une perruque. Nari oublie qu'elle était en train de pleurer à mort il y a quelques instants, et elle commence à rire de Monsieur Chauve. Xion, de son côté, essaie d'évaluer la situation. Et à en juger par la force du chasseur et la force de Nari, Xion ne pense pas qu'elle devrait perdre face à des types comme lui. Comme il veut savoir ce qui se passe, il a recours à la télépathie, qui peut aider à examiner les souvenirs de quelqu'un. Il sent que Nari a toujours peur du scientifique maléfique qui a travaillé sur elle, et Xion tapote la tête de Nari pour lui dire qu'elle est une fille forte. Xion se rend compte que le traumatisme ne disparaîtra peut-être pas immédiatement, mais qu'il s'améliorera avec le temps. Xian se demande alors ce qu'il est censé faire avec Monsieur Chauve. Et avec un visage radieux, Nari dit qu'elle a une idée. Soudain, le chasseur se réveille et se retrouve suspendu à la cascade. Ils ont attaché une grosse corde à une grosse pierre, et il est attaché à la corde. Le chasseur voit ça et commence à regretter toutes les décisions de sa vie. Nari est au loin, se moque, tandis que Xion essaie de l'empêcher de se moquer de l'apparence de quelqu'un d'autre. Xion prend ensuite la casserole et va chercher de l'eau à la rivière, affirmant que c'est pour les ramen. Nari est excitée quand elle entend ça parce qu'elle croit que les ramen aux poissons de Xion sont les meilleurs du monde. Xion la taquine en lui demandant si la tribu de la noix de coco mange des ramen aux poissons, et elle répond avec enthousiasme par l'affirmative. Le chasseur, de son côté, essaie de comprendre sa situation. Et à en juger par l'apparence de Chan, il comprend qu'il est au moins un rang. Cependant, il n'exclut pas l'idée que Chan puisse même être plus fort qu'il ne le pense car il y a des rapports de chasseurs qui sont assez forts, mais ils opèrent dans l'ombre. Pendant que Chan va chercher de l'eau pour les ramen, Nari est occupé à attraper du poisson à droite et à gauche. Chan lui dit alors qu'ils n'ont besoin que d'un seul poisson pour qu'elle puisse relâcher le reste. Nari est d'accord avec enthousiasme, et Chan l'incite à jeter le poisson dans la casserole. Le chasseur est horrifié par ce qu'il regarde car il n'arrive pas à croire que l'énorme quantité d'eau qu'il verse dans la casserole est ce qu'il prévoit d'utiliser pour cuire les 3 paquets de ramen. Le chasseur ne supporte pas l'abomination qu'ils sont sur le point de commettre, et il leur crie de le laisser partir pour qu'ils puissent cuire les ramen. Xian accepte et le coupe de là où il est pour qu'il puisse cuire les ramen. Même s'il ne s'agit que de ramen, le chasseur peut sentir l'immense pression qui émane des deux, soulignant en fin de compte qu'il est un homme mort s'il se trompe. Avec de la sueur qui coule sur son visage, il décide d'opter pour la forme standard de cuisson des ramen qu'il connaît. Il comprend que la quantité d'eau nécessaire dépendra de ce que lui dit son 6e sens. Comme il cuisine 3 paquets de ramen, il ajoute la sauce et les nouilles à l'eau bouillante, et il estime qu'il lui faut un peu plus de 4 minutes pour que ce soit prêt. Pour avoir la minute exacte, il commence à compter les battements de son cœur. Et au moment où il atteint 200, il commence à mettre en œuvre toutes les techniques de nouilles qu'il connaît. Le chasseur aimerait avoir du kimchi, mais comme il est dans le royaume des démons, il ne peut pas. Néanmoins, il a fait de son mieux, et il n'a aucun regret quant à ce qui pourrait arriver ensuite. Une fois qu'il a terminé, il appelle le groupe pour leur demander s'ils sont intéressés. Il regarde les nouilles, et Nari est la première à souligner que les nouilles sont absolument différentes de celles que Xian a cuisinées. Xian et le groupe décident de les essayer, et au moment où ils en prennent une cuillère, ils sont transportés dans un état d'extase gustative à cause du ramen savoureux. Nari saute de la table en disant à Xian à quel point le ramen est délicieux. Même Gu est complètement époustouflé et demande si les humains mangent toujours des plats aussi délicieux tous les jours. Xian mentionne qu'il est en fait surpris, mais il suggère qu'ils finissent d'abord le ramen. Peu de temps après, ils finissent la nourriture, et au fond d'eux, ils souhaitent que le ramen ne soit pas terminé. Le chasseur leur a demandé nerveusement s'ils avaient aimé le ramen, et la première chose que Xian lui demande, c'est ce qu'il veut réellement. Le chasseur est confus par la question, et Xian mentionne que le ramen est trop délicieux pour qu'il le mange gratuitement. Xian exhorte ensuite le chasseur à lui dire ce qu'il veut, et si c'est quelque chose en son pouvoir, il promet de le lui accorder. Le chasseur, Nam Kiziok, est heureux d'entendre cela, et il tombe immédiatement face première, disant à Xian de lui apprendre comment être fort comme lui. Xian est choqué d'entendre cela et demande à Kiziok pourquoi il lui demande de lui enseigner alors qu'il n'est pas son maître. Kiziok avoue que Xian est le chasseur le plus fort qu'il ait rencontré. De plus, Kiziok peut voir que Xian s'est installé dans le royaume des démons, c'est pourquoi il y a construit une maison. Kiziok essaie de souligner les avantages de l'avoir dans les parages, et l'avantage le plus important est qu'il peut cuisiner. En fait, il est prêt à devenir un livreur qui aide Xian à obtenir des choses du royaume humain. Kiziak est très désespéré d'apprendre de Xian afin de pouvoir être promu à un rang. Xian demande ensuite à Kiziak s'il a attaqué Nari à cause de la prime. Le chasseur est surpris que la créature mécanique ait reçu un nom, et Xian lui murmure à l'oreille, lui disant de suivre le courant que Nari est de la tribu de la noix de coco. Kiziok mentionne qu'il a poursuivi Nari pour des raisons personnelles qu'il a du mal à exprimer,
mais il assure à Xiong que ce n'est certainement pas à cause de la prime. Kiziok mentionne ensuite que tant qu'il réussit le test de promotion de chasseur, il ne s'inquiète de rien d'autre. Après avoir entendu sa demande, Xiong accepte de l'aider car il lui a également préparé un délicieux repas. Pour commencer l'entraînement, il suggère de commencer par un match d'entraînement d'abord. Kiziok est heureux d'entendre cela, mais Nari intervient en disant qu'elle veut être celle qui s'entraînera avec Kiziok. Xiong lui demande si elle est sûre de ce qu'elle vient de dire, et elle rappelle à Xiong que c'est lui qui a dit que les choses effrayantes doivent être mises hors d'état de nuire. Animée de détermination, elle veut avoir la chance d'éteindre le feu de Kiziok aussi. Xiong pointe ensuite vers une roche noire, demandant à Kiziok s'il peut la casser. La roche est connue sous le nom de pierre de fer noir, qui est une pierre que l'on dit être plusieurs fois plus dure que le diamant. Kiziok est stupéfait par la demande. Et pendant qu'il invente encore des excuses pour expliquer pourquoi il ne peut pas casser la pierre, Nari la brise en éclats et exige qu'ils engagent une session d'entraînement. La scène suivante plonge dans l'histoire de Kiziak, qui était un chasseur naturellement éveillé et considéré comme un prodige à ce niveau. Il a éveillé ses capacités quand il avait 8 ans, ce qui est un peu tôt puisque les gens normaux éveillent leurs capacités quand ils ont 10 ans ou plus. Parce qu'il était travailleur, il a pu grandir à un rythme très rapide, et il a atteint le rang B+ avant l'âge de 20 ans. Tout se passait si parfaitement pour lui jusqu'à ce qu'il se rende compte que ses cheveux étaient tombés. Au début de la vingtaine, la couronne sur sa tête a considérablement diminué. Et au moment où il est arrivé au milieu de la vingtaine, il a développé une ligne de cheveux en forme de M qui reculait. Kiziuk a commencé à visiter les pharmacies juste pour essayer d'obtenir une solution au problème. Cependant, le pharmacien lui a dit d'abandonner l'idée d'obtenir une greffe parce qu'elle finirait par tomber. Il était autrefois un beau type qui avait tellement de talent, mais le problème de cheveux lui a fait perdre sa lumière. À cause de cela, sa croissance en tant que chasseur s'est également complètement arrêtée jusqu'à ce qu'un jour il ait vu un programme de recherche animé par le docteur Han Myung-do de l'Institut de recherche Inbi. Le docteur parlait de la façon dont il avait accidentellement renversé le rare matériau liquide sur toute sa tête, et étonnamment, ses cheveux ont beaucoup poussé. Apparemment, il a près de 90 ans, mais il a tous ses cheveux sur la tête. Cela a attiré l'attention de Kiziok, et il s'est levé de l'endroit où il pourrissait sur son canapé. Quand on demande à Myung-do ce qu'il reste de métal liquide, il mentionne son plan d'utiliser le métal liquide restant pour créer une forme de vie mécanique et concourir pour le Grand Prix. Kiziak a un crash valide quand il réalise que le docteur n'a aucun plan pour créer un remède contre la perte de cheveux, ce qui est considéré comme la véritable utilité pour l'humanité. Quelques jours après cela, Kiziak lit dans les nouvelles que la forme de vie mécanique créée par l'Institut de recherche Ambi s'est échappée dans le royaume des démons. Comme il n'y a pas de loi dans le royaume des démons, Kiziak est sorti de sa léthargie et a décidé de trouver la forme de vie mécanique pour pouvoir la garder pour lui. Il prévoit de verser tout le métal là sur sa tête, mais maintenant qu'il est dans le royaume des démons et qu'il s'entraîne avec Nari, il se fait battre. Kiziak n'arrive pas à croire que Nari est bien plus forte que lui parce qu'il n'a même pas pu porter un seul coup à Nari. Xian est déçu et le fait savoir à Kiziak. Cependant, Kiziak n'est pas du genre à abandonner, et il assure à son prétendu maître qu'il va faire mieux. Plus tard, Xian parvient à terminer l'armoire de rangement grâce au conseil qu'il a reçu de Go concernant le séquoia. Même Go est fier de la création de Xian, et il lui dit que l'armoire durera certainement longtemps. Pendant que tout le monde est occupé avec ses propres affaires, Kiziak s'entraîne très dur. Même s'il souffre entre les mains de Nari, il ne ressent aucun sentiment de gêne. Au lieu de cela, il ressent un sentiment de liberté. Il croit que c'est parce qu'il a enlevé sa perruque. Gu est impressionné par la capacité de Kiziak à contrôler le feu, mais il est déçu qu'il ne puisse même pas battre un enfant. Xian dit ensuite à Gu que Nari n'est pas n'importe quel enfant, ce qui le rend compréhensible. À cause de son refus d'abandonner, il demande un autre match d'entraînement avec Nari. Cette fois-ci, il poursuit Nari avec une flamme en forme de lame. Il réussit à toucher Nari, mais elle liquéfie son corps, choquant Kiziak. Cela le laisse en admiration, mais en même temps, totalement ouvert à l'attaque de Nari. Nari reprend facilement sa forme humaine et lui donne un coup de pied si fort qu'il s'écrase dans la colline voisine, laissant une fissure visible dans le mur. Nari mentionne avec confiance qu'il n'a plus peur du feu, et tout cela grâce à Xian. Alors qu'il est étendu là, honteux, Xian se demande s'il a atteint sa limite en tant que rambé et s'il n'a plus aucune compétence à se vanter. Cependant, Kiziuk a un trait admirable de ne pas abandonner, et à cause de cela, il se relève avec un regard excité sur son visage. Il demande à Nari une autre session, mais soudain, il remarque qu'il a un saignement de nez, et Xian lui demande combien de jours il a passé dans le royaume des démons. Kiziuk répond qu'il est dans le royaume des démons depuis 9 jours, et Xian suggère qu'il retourne dans le royaume humain parce qu'à son rang actuel, il va mourir s'il reste plus longtemps. Kiziuk est d'accord avec Xian même s'il veut rester plus longtemps. Xian lui dit ensuite qu'il a le potentiel de devenir un chasseur de rang A, et par là, il l'exhorte à continuer à travailler dur. Kiziuk est choqué d'entendre cela, mais il n'a plus aucun espoir en lui parce qu'il a échoué à l'examen de rang A pendant 6 années de suite. Apparemment, il y a un dicton selon lequel si l'on ne peut pas réussir le même examen de rang en 3 ans, la personne n'est rien d'autre qu'une cause perdue.
Et pour lui d'avoir échoué 6 fois déjà, c'est tout simplement sans précédent. Kian lui dit alors qu'il peut le faire parce que son monohole ne s'est pas complètement développé. Kian exhorte Kiziak à s'assurer qu'il purifie l'énergie démoniaque une fois qu'il sera de retour. Kiziok remercie Shion pour ses conseils et lui assure qu'il va faire de son mieux. Soudain, Kiziok se prépare à rentrer et demande à Shion s'il a besoin d'autre chose, car il voit qu'il n'a plus de ramen. Shon ne demande rien d'autre que les ramen, et Nari lui souhaite un bon voyage. Kiziuk exhorte Nari à continuer à s'entraîner tout en lui disant qu'il va gagner leur combat la prochaine fois qu'ils s'affronteront. Avant de partir, Kiziuk demande à Shon s'il a vu sa perruque, mais il répond que non, qu'il ne l'a pas vue. Une fois qu'il n'y a plus rien à faire, il finit par partir. Et après son départ, Gu attire l'attention de Shon sur le risque que Kiziuk les trahisse. Shon demande alors à Gu ce qu'il pense que Kiziuk ferait, puisqu'il peut aussi lire dans les pensées des gens. Shon voit que Kiziok ne plaisante pas avec sa quête pour devenir plus fort. Et en plus de cela, Shon aime le fait qu'il soit sincère. Juste à ce moment-là, Nari demande à Shon s'il peut comprendre Go, et il répond oui. Shon emmène ensuite Nari dans la maison pour lui montrer le placard qu'il a terminé. Il est fier de sa création, mais Nari souligne que la maison est un peu sombre. Shon est d'accord avec elle et décide que faire une fenêtre devrait aider à résoudre ce problème. Utilisant ses capacités, il découpe des espaces pour les fenêtres dans la maison, ce qui excite beaucoup Nari. Comme Nari aime la lumière partout, Shion souligne la nécessité d'avoir des lumières la nuit pour que tout ne soit pas sombre. Shion dit qu'il existe une pierre connue sous le nom de pierre lumineuse, qui émet de la lumière dans l'obscurité, et que d'en mettre quelques-unes éclairera les choses. Gu demande alors à Shion s'il sait même où il doit aller pour trouver les pierres lumineuses, et il répond oui. Apparemment, on peut les trouver dans la région volcanique, et c'est une région qui est considérée comme l'un des endroits les plus dangereux par les chasseurs. Gu mentionne alors que cet endroit est sa ville natale, mais en le disant, il a l'air abattu. Shon est surpris de voir cela car il s'attend à ce qu'il soit heureux parce que rentrer à la maison est une bonne chose. Nari demande à Shon ce que dit Go, et Shon révèle simplement que Go est contrarié par quelque chose. Comme Go s'inquiète pour la région volcanique, Shon dit qu'il y ira tout seul, donc les deux sont libres de rester à la maison. Nari refuse, disant qu'elle doit y aller avec Kian parce qu'elle a surmonté sa peur du feu. Kian est impressionné que la jeune fille ait réussi à surmonter sa peur assez rapidement. Kian demande alors à Gu s'il est intéressé à y aller. À contre-cœur, il répond qu'il le ferait, et c'est parce qu'il a des affaires inachevées là-bas. Puisqu'ils sont tous d'accord pour y aller, Shon révèle qu'il va fabriquer de l'équipement pour que Gu puisse l'utiliser dans la région volcanique. Pendant ce temps, dans la plantation de Mandragore, ils sont occupés à jouer avec la perruque de Kiseok qu'ils ont volée. Apparemment, la région volcanique est largement évitée à cause des cendres volcaniques qui déchirent la peau, de l'énergie démoniaque concentrée qui est susceptible de tuer d'une seule respiration, et du gaz toxique. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles elle est presque inconnue du monde humain. Mais au moment où l'équipe arrive là-bas, Nari joue déjà avec le feu, littéralement. Go comprend pourquoi la jeune fille agit bizarrement, et c'est parce qu'elle est une forme de vie mécanique. Cependant, il est plus intéressé par ce qu'Xion. Xion répond simplement qu'il est un chasseur de chimères, mais cela surprend Gu car il sait que les chasseurs de chimères ne sont pas toujours sous forme humaine. Xion mentionne qu'il a toujours été comme ça, mais au moment où il s'est régénéré, sa forme a changé. Shon demande alors à Go s'il est bien de traîner avec eux puisqu'il est un monstre et qu'il pourrait ne pas être trop à l'aise avec un chasseur. Go assure à Shon qu'il n'a rien à craindre avec eux car il aime avoir quelqu'un à qui parler. Pendant que les deux discutent, Nari se présente pour se plaindre du fait qu'elle ne peut pas entendre Go, contrairement à Cheon. Cheon dit alors à Nari que tout ce que Go voulait savoir était son origine. Nari intervient rapidement, disant qu'elle est une native, mais Go en sait mieux. Il continue d'explorer la terre chaude et bouillante, et Cheon mentionne qu'il devrait être capable de trouver les pierres lumineuses près des jets de lave. Soudain, ils arrivent au sommet et peuvent voir les pierres devant eux. Cependant, ils remarquent un crapaud de feu mâle qui semble pleurer au loin. Étonnamment, il y a un crapaud de feu femelle mort devant lui, ce qui explique pourquoi le crapaud pleure. Apparemment, la femelle transportait leurs œufs quand elle est morte. Gu mentionne que seules les femelles peuvent porter les œufs, et comme elle est déjà morte, il y a de fortes chances que tous les œufs meurent aussi. De plus, la température à l'intérieur du cratère est trop chaude pour que les œufs survivent. Comme prévu, Nari a pitié du crapaud, et Shon décide d'intervenir. Shon saute vers le crapaud tandis que Gu essaie de l'avertir de ne pas s'approcher car le crapaud est clairement agité. Comme prévu, le crapaud attaque Shon avec son souffle de feu, mais Shon le bloque avec un seul doigt. Avant que le crapaud ne s'en rende compte, Shion l'a atteint et il lui tapote la tête avec un seul doigt. Il s'avère que Shion a frappé le crapaud avec un poison paralysant lorsqu'il lui a tapoté la tête. Cela fait perdre de la mobilité au crapaud, mais Shion est bien conscient que le crapaud va se réveiller bientôt car il n'a utilisé qu'un peu de poison. De plus, les crapauds de feu sont assez résistants au poison. Du sommet, Nari crie à Shion, lui demandant s'il va bien. Shion répond qu'il va bien car il a en fait des cellules de crapaud de feu dans son corps. Shion dit qu'ils ne pourront peut-être rien faire pour le crapaud mort, mais ils croient qu'ils peuvent encore sauver celui qui est vivant.
Xion rassemble ensuite les œufs et les place sur le dos du crapaud mâle avant de l'attacher solidement pour s'assurer qu'il ne tombe pas. Le crapaud mâle est choqué lorsqu'il revient à ses sens et voit qu'il porte maintenant les œufs. Il se déplace vers son partenaire mort et lui fait ses adieux avant de sauter sur une grande distance. Avant de faire son dernier saut loin de la zone, le crapaud de feu regarde en arrière pour fixer brièvement Nari, et elle en conclut que le crapaud essayait de les remercier. Puisqu'ils en ont fini avec les crapauds, Xion dit à Nari de descendre pour qu'ils puissent obtenir les pierres. Nari attrape avec enthousiasme les pierres du puits volcanique, mais Xion l'avertit de faire attention car elle va se blesser aux pieds si elle les laisse tomber. Nari glousse en plaisantant, disant que la pierre n'est rien comparée à sa force. Gu, d'un autre côté, a du mal à porter les pierres, et il en blâme son petit corps. Xian l'exhorte alors à aller s'occuper de ses affaires pendant qu'il s'occupe des pierres. Xian croit que Gu a même apporté des cadeaux pour ses amis, mais Gu rétorque en disant que les monstres n'ont pas d'amis. En fait, il ne prévoit pas de les rencontrer, mais il veut juste déposer les cadeaux et partir. Xian est impressionné que Gu manque à sa famille, ce qui fait de lui un monstre très intelligent. Gu, d'un autre côté, se trompe en disant qu'il ne leur manque pas, mais regrette de ne pas leur avoir dit au revoir quand il est parti. Chan demande alors à Gu pourquoi il a quitté sa meute. Gu mentionne alors qu'il y a eu de bonnes choses qui sont venues avec son éveil de l'intelligence, et il y a aussi de mauvaises choses. Apparemment, Gu sentait qu'il n'aurait jamais ressenti le vide qui le ravage actuellement s'il n'avait pas appris la langue. Gu se sentait supérieur et seul car il ne pouvait pas bien s'entendre avec les autres, c'est pourquoi il a quitté la meute. En fait, sa meute ne sait pas qu'il est parti, mais il ne leur en veut pas car ils n'ont pas vraiment le sens de la parenté. En enlevant les pierres, Nari tombe soudainement sur un œuf, qui est évidemment un œuf de monstre, mais elle n'a aucune idée de lequel il s'agit. Cependant, il y avait une légère fissure sur l'œuf lorsque Go a failli tomber et laisser tomber la pierre qu'il portait. Qian craint que l'oisillon ait un problème parce qu'il doit casser sa coquille tout seul pour grandir fort et en bonne santé. Nari est inquiète et suggère qu'ils emportent l'œuf avec eux pour qu'ils ne cuisent pas. Gu est contre car ils ne savent pas quel type de monstre en sortira. Xion, d'un autre côté, pense à une solution parfaite. Il a un endroit qui, selon lui, serait parfait pour un nid. Et en plus de cela, il est un peu curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de l'œuf. Après mûre réflexion, Xion décide qu'ils vont ramener l'œuf à la maison. Gu reste catégorique sur le fait qu'il devrait laisser l'œuf car il n'a jamais vu un œuf comme celui-là auparavant. Chan utilise alors la carte de la culpabilité sur lui, en lui demandant pourquoi il a laissé tomber la pierre pour casser l'œuf en premier lieu. Gu accepte le blâme mais rappelle à Chan que Nari pourrait se blesser à cause de la stupide décision qu'il est sur le point de prendre. Chan dit alors à Gu qu'ils n'ont pas à s'inquiéter tant qu'il est là. Gu prend en compte ce qu'il a dit, et il accepte qu'il ramène l'œuf à la maison. Puisqu'ils ont tous accepté de ramener l'œuf à la maison, Chan suggère qu'ils continuent leur extraction de pierre. Peu de temps après, le groupe rentre chez lui et voit que Kiziak est de retour. Xion est surpris que le type soit revenu plus tôt. Kiziak propose alors de porter les sacs de Xion, et Xion décide de lui tendre le sac puisqu'il prétend qu'il est fort. Kiziak ramasse le sac, mais il le laisse immédiatement tomber comme s'il avait reçu le marteau de Thor. Juste à ce moment-là, Xion remarque que le visage de Kiziak est couvert d'échymoses, et il lui demande ce qui lui est arrivé. De retour dans la région volcanique, le cadeau de Gu à ses parents et les paquets de ramen qu'il leur a laissés. Xion comprend que Kiziak a dû se faire tabasser quelque part, mais c'est un choc pour lui car Kiziuk ne semble pas être le genre de gars à se faire intimider. Kiziuk essaie de défendre ses moments de réduction d'aura en disant que Nari le bête habituellement, mais Xian n'arrive pas à croire que le type en soit réellement fier. Pour éviter d'être interrogé par Xian, Kiziuk s'enfuit en disant qu'il doit leur préparer de la nourriture. Quelques instants plus tard, Nari trouve Xion en train de travailler sur les pierres, et il lui demande ce qu'il fait. Xion mentionne qu'il travaille sur la lampe en coupant et en façonnant les pierres. Xion dit à Nari qu'il va accrocher les pierres lumineuses au plafond, et il lui assure que ce sera joli. Nari félicite Xion d'être un gars intelligent et du fait qu'il explique aussi les choses en détail. De plus, Nari pense que Xion est une personne au bon cœur, tout comme son père. Xion profite de l'occasion en lui demandant si elle parle de son papa qui est dans la tribu de la noix de coco. Nari essaie aussi de jouer le jeu en disant oui. Peu de temps après, une bagarre éclate entre Gu et les mandragores parce qu'ils pensent qu'elles ont envahi son territoire. Plus tard, Kiziak finit de préparer l'un de ses plats spéciaux, des poches de tofu. Il sert le plat et exhorte le groupe à se servir. Même si Xion est intéressé par la nourriture, il dit à Kiziak qu'il aimerait savoir ce qui est réellement arrivé à son visage. Kiziok mentionne qu'il est allé à l'association des chasseurs pour s'inscrire à l'examen de promotion, mais il a rencontré des chasseurs de rang A, et ils se sont moqués de lui pour avoir échoué cette année de suite, ce qui a finalement conduit à une bagarre. Avant même qu'il ne termine son histoire, le groupe a fini sa nourriture et en redemande. Kiziak mentionne que les chasseurs lui ont dit d'arrêter de traîner car il n'est qu'un échec total. Kiziak dit qu'il n'arrêtait pas de se moquer de ses cheveux, c'est pourquoi il est tombé dans leur moquerie et a fini par se battre contre eux. Xion lui demande alors s'il est totalement chauve ou s'il s'est rasé la tête. Apparemment, sa perte de cheveux reste un mystère médical auquel personne n'a pu trouver de solution.
Sean lui demande alors quand aura lieu le prochain examen de promotion, et Kiziok dit que c'est dans 90 jours. Puisqu'il leur reste peu de temps, Sean suggère qu'il est temps pour eux de s'engager dans un entraînement spécial. Kiziak est impatient de commencer l'entraînement, et il assure à Sean qu'il va faire tout ce qu'il lui demande de faire. Sean le choque quand il dit que la première chose qu'il va faire est de reprendre la vaisselle à Nari. Kiziak pleure encore à propos de la vaisselle quand Sean lui dit qu'il doit laver les pierres lumineuses restantes pour se débarrasser des cendres volcaniques dessus. Kiziak est choqué par cela, le laissant rappeler à Sean qu'il a mentionné quelque chose à propos d'un entraînement spécial. Sean lui dit alors qu'il est libre d'ignorer l'entraînement s'il veut vivre le reste de sa vie comme un déchet. Sean se tourne ensuite vers Nari, lui disant qu'ils doivent aller pêcher pour faciliter leur digestion. Nari est excité par cela, et Kiziok, d'un autre côté, comprend que Sean doit avoir une raison de lui dire de faire la vaisselle. Au lieu de se plaindre, Kiziok se met à la vaisselle car c'est un homme qui a travaillé très dur pour atteindre la classe B. Kiziok ne perd aucun instant à se glorifier de toutes les bonnes qualités qu'il possède. Kiziok court après Nari et Sean, et il les rejoint à la rivière. Pendant que Nari et Sean essaient d'attraper du poisson, Kiziak est occupé à faire la vaisselle, mais il a du mal avec le poisson. Apparemment, son type de pouvoir rend difficile pour lui de s'occuper des animaux aquatiques. Sean est complètement déçu de Kiziak, et il lui dit que son mana a ses utilités. Il lui dit de mettre en place un bouclier avec son mana, et Kiziak mentionne qu'il essaie toujours de le faire, mais cela n'a jamais fonctionné. En entendant cela, Sean attrape une pierre lumineuse et dit à Kiziak de la tenir. Kiziak est surpris qu'on lui demande de tenir une pierre lumineuse tout d'un coup, mais juste à ce moment-là, la pierre tombe de son bras. C'est alors qu'il comprend que la pierre est fondamentalement de l'énergie démoniaque à son cœur, et il ne peut pas mettre assez de force pour la tenir. Kian dit que Kiziak a raison car certaines pierres lumineuses contiennent de l'énergie démoniaque condensée, et l'énergie démoniaque du royaume des démons est une puissance brute et non raffinée. Kion explique qu'il doit utiliser du mana raffiné pour la repousser avant de pouvoir utiliser correctement son pouvoir. Kion fait savoir à Kiziak qu'il a beaucoup de mana dans son corps, mais il n'est tout simplement pas qualifié pour le contrôler. Kion tape un poing sur sa poitrine et lui demande si un chemin s'est ouvert dans son corps. Tout comme Xion l'a dit, Kiziak peut sentir le mana l'envahir, et Xion l'exhorte à suivre le chemin qu'il vient d'ouvrir. Xion lui dit alors de se concentrer sur son mana tout en essayant de soulever la pierre lumineuse. Kiziak fait comme on lui a dit, et après avoir lutté un peu avec la pierre, il est finalement capable de la soulever. Kiziak est impressionné que faire la vaisselle et laver les pierres faisaient tous partie du plan de Xion. Puisque Kiziak est heureux de le faire, Xion lui dit de continuer à canaliser son mana tout en s'occupant de la vaisselle. Excité par toute la situation, Kiziak assure à Xion qu'il est prêt à faire tout ce qu'il mentionne. Mention. Xion est également impressionné par sa détermination et sa volonté car au fond, Xion est confiant que Kiziak est capable de le faire. Cette nuit-là, Xion accroche la pierre lumineuse au plafond, et cela fait une bonne lampe. Alors que tout le monde dort, Gu est le seul avec l'œuf car il a dormi plus tôt dans la journée, et il n'y a plus rien comme le sommeil dans son corps. Soudain, il voit Nari se lever de son sommeil comme un zombie, et elle commence à sortir de la maison. Étonnamment, Nari sort de la maison pour s'occuper de ses vêtements car ils sont sales. Shonangu reste à distance pour se demander pourquoi la fille fait la lessive au milieu de la nuit. Gu pense qu'elle avait besoin de le faire car elle est une fille et n'a pas d'autres vêtements. Momentanément, Nari sort de l'eau avec le bonheur d'avoir fait sa lessive, et elle est maintenant propre. Elle célèbre sa petite victoire quand Chan sort, agissant comme s'il était sorti pour prendre l'air. Quand Nari lui demande ce qu'il fait dehors, il prétend qu'il se promène avec Gu. Cheon lui demande aussi si elle se promène, et elle répond nerveusement oui. Cheon dit alors à Nari de rester immobile, et il lui met une ceinture et sa fleur à la taille. Nari adore ce nouvel ajout car il la rend cool. Soudain, ils entendent quelque chose d'agaçant venant de la forêt, et cela effraie Nari. Mais Cheon lui assure qu'elle n'a pas à s'inquiéter car ce n'est qu'une sauterelle. Ils commencent à rentrer chez eux, et Cheon demande à Nari s'il y a autre chose dont elle a besoin, comme des vêtements et des chaussures. Nari dit alors qu'elle est contente de ceux que Cheon lui a déjà donnés. Plus tard, Cheon sort du royaume des démons portant une belle tenue mais sans chaussures. Il a l'intention de faire du shopping à cause de Nari, et les passants regardent Cheon comme s'il était une sorte de fou. Cheon ne peut pas sortir Nari du royaume des démons car elle a un dispositif de suivi intégré. Et, aussi, elle souffre aussi d'un traumatisme. Xion n'aurait jamais cru se retrouver dans le royaume humain à cause des vêtements d'un enfant. Alors qu'il est là à chercher le magasin de vêtements, il est approché par un enfant à l'air robuste qui lui assure qu'il peut l'aider à trouver le magasin de vêtements pour 10 000 1. Comme il voit clairement que Xion n'est pas d'ici, il lui assure qu'il peut le conduire à un magasin. Xion est prêt à payer, mais il dit au type qu'il n'a pas de petite coupure sur lui et qu'il ne paiera que lorsqu'il aura de la monnaie. Le gamin n'est pas impressionné qu'un chasseur n'ait pas 10 000 1 sur lui, et il suppose que Qian est une recrue qui s'est fait arnaquer. Néanmoins, il demande quand même à Qian de le suivre car il a l'air d'avoir de l'argent pour acheter des vêtements. Alors qu'il marche dans la rue, il se présente comme au Bangsu, et Qian remarque la voiture de patrouille de la police stationnée autour, ce qui lui fait croire que le bidonville est maintenant sûr.
Bong-so mentionne alors qu'il voit clairement que Shion ne s'est pas réveillé depuis longtemps car il est sorti de la porte sans aucun équipement. Pour Bong-so, il croit que Shion a été volé par d'autres types forts, mais il donne à Shion un conseil, il ne devrait pas abandonner. Shon pense que le gamin est sage pour son âge, mais il soutient qu'il n'est pas un gamin car il a 17 ans. Soudain, ils aperçoivent des voyous devant, et Bong-so dit à Shon d'éviter le quartier à tout prix car c'est le bidonville le plus dangereux qui soit. Apparemment, le gang de l'espace était autrefois dans le district 11, mais ils ont étendu leur territoire au district 13. Bong-so dit que la police n'y va même plus, et c'est à ce moment-là que Bong-so révèle qu'il se trouve en fait dans le district 12. Cela a inquiété Shion car il se demandait si l'orphelinat où il vivait dans le district 13 était toujours là. Pendant ce temps, à l'intérieur d'un magasin de vêtements pour enfants, la propriétaire regrette déjà sa décision d'ouvrir un magasin pour enfants dans le bidonville, et elle pense à changer de commerce lorsque Shi entre dans le magasin. Après une interaction amusante entre Bong-so et la propriétaire du magasin, Park, il lui dit que Shon est là pour acheter des vêtements. Park attrape avec colère Bong-so par les joues, lui disant d'arrêter d'amener des chasseurs fauchés dans son magasin car elle en a déjà beaucoup qui lui doivent. Park a déjà réaction à cause de sa façon de s'habiller. Apparemment, c'est elle qui a dit à Bong-su d'amener des chasseurs pitoyables au magasin parce qu'il lui rappelle son défunt frère. Park l'admet, mais dit qu'elle finira par faire faillite si elle continue à aider. Pendant que les deux sont occupés à se disputer comme un couple, Shion vérifie les vêtements dans la pièce. Juste à ce moment-là, Shion intervient, leur disant qu'il veut acheter des vêtements et sort un billet de 10 millions, disant que c'est tout l'argent qu'il a. Au moment où ils voient cela, leur réception change car Park commence à agir comme une bonne propriétaire de magasin tandis que Bong-so porte une assiette de collation et une boisson pour lui. Park commence à commercialiser tous les vêtements qu'elle a dans le magasin. Shion dit alors à la propriétaire du magasin qu'il a besoin de vêtements pour une jeune fille d'âge moyen et pour lui-même. Park est heureuse d'entendre cela, et elle saute directement dans son magasin pour commencer à sortir les beaux vêtements qu'elle a. À la fin de la journée, Shion a acheté tous les vêtements qu'il peut au magasin, et la propriétaire du magasin souhaite que sa journée puisse simplement continuer comme ça. Après avoir tout emballé, elle propose de les faire livrer, mais Shon lui assure qu'il peut les porter lui-même. Shon sort alors 100 000 wons pour Bong-so, et il lui dit qu'il a une autre faveur à lui demander. Après qu'il soit sorti du magasin, Bong-so reste silencieux jusqu'à ce qu'il conduise Shon à une auberge qu'il avait demandé. Il lui assure que l'auberge est sûre car il y a un poste de police à proximité, et le propriétaire est une personne gentille. Après avoir entendu cela, Shon entre, disant à Bong-so de l'attendre dehors. Bong-so se tient dehors en pensant à ce qui s'est passé dans le magasin. Il croit que quelque chose ne va pas car Shon lui a donné 100 000 wons et lui a également acheté des vêtements. Il croit que Shon est l'un de ceux qui attirent les enfants pour les kidnapper, le laissant avec la possibilité de courir ou non. En même temps, il y pense et réalise que Shon pourrait en fait être une bonne personne. Momentanément, Shon revient à l'extérieur et dit que Bong-su avait raison au sujet de la gentillesse du propriétaire. Soudain, il tend une clé à Bong-su, disant qu'il voit clairement qu'il vit dans la rue. Shion a payé 1 an de loyer à l'avance pour qu'il puisse commencer à y vivre. Et en plus, il a aussi payé ses repas. Shion dit à Bong-su de s'assurer qu'il mange correctement. Et après avoir tout réglé, il dit à Bong-su qu'il s'en va. Juste au moment où Shion est sur le point d'entrer dans la porte pour retourner dans le royaume des démons, Bong-su est forcé de lui demander s'il a un motif caché parce qu'il vient de le rencontrer ce jour-là. Bong-su n'arrive pas à croire que Shion ait fait toutes ces belles choses pour lui, et Shion lui dit que faire tout ce qu'il a fait lui a rappelé comment les choses étaient autrefois. Shon mentionne qu'il était autrefois comme Bong-su même si c'était il y a longtemps. Avec cela, Shon entre dans le royaume des démons. Et au moment où il revient, Nari est déjà inquiète car Shon est sorti sans rien dire. Shon mentionne alors qu'il est sorti pour acheter des cadeaux à Nari. Il lâche le sac avec elle, et il est essentiellement rempli de beaux vêtements. Nari est super excité par les beaux vêtements que Shion lui a achetés, et il l'exhorte à les emmener dans la maison pour les essayer. Dans une révélation rapide, c'était les vêtements que Shion a empruntés pour aller dans le monde humain, et il ne lui a même rien acheté à son retour. Plus tard, Shion s'assoit pour plier les vêtements pendant que Nari en essaie. Shion est heureux que Nari soit excitée par les vêtements qu'il lui a achetés, et elle a aussi l'air mignonne en les portant. Après en avoir essayé quelques-uns, elle choisit enfin son meilleur, qui est celui avec un dessin de poussin au milieu, et elle prétend qu'il ressemble à Gu. Gu n'arrive pas à croire qu'il est comparé à un dessin de poulet ennuyeux sur un tissu. Kian lui offre alors la chance d'essayer de plier le reste des vêtements elle-même, et elle l'accepte avec joie. Gu mentionne alors qu'il n'y a pas de place dans la maison pour tous les vêtements que Shion a ramenés. Shion dit qu'il y a pensé, et sa solution est qu'ils vont agrandir la maison afin qu'ils puissent créer un dressing et ensuite installer une armoire intégrée. Gu craint qu'ils doivent commencer à couper des arbres pour cela, mais Shion lui dit qu'il a la personne parfaite qui les aiderait. Juste à ce moment-là, il invoque Kiziuk, lui disant qu'il a un autre entraînement spécial pour lui. Kiziuk est ravi d'être appelé, et il informe Shon qu'il a nettoyé sa tenue d'entraînement. Et par là, il parle de la tenue en lambeaux de Shon. Kiziak mentionne qu'il était trempé de poison, et comme il ne le savait pas, il a failli mourir juste en le touchant.
Kiziak croit que Shon a intentionnellement laissé le poison sur la tenue pour s'entraîner à devenir plus fort. À l'insu de Kiziok, Shon était juste trop paresseux pour le laver, et soudain, il dit à Kiziok qu'il est libre de le porter. Shon joue la carte parfaite en disant à Kiziok que cela fera l'uniforme d'entraînement parfait. Il lui dit de le mettre et d'aller couper du bois. Gu, l'instigateur, intervient, disant qu'il sera celui qui choisira même les bois pour lui. Kiziak s'inquiète immédiatement car il pourrait réellement mourir juste en portant la tenue, et Shion rend la tâche plus difficile en lui disant d'aller couper des arbres. Soudain, Nari leur crie depuis l'intérieur de la maison en disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec l'œuf. Le groupe entre dans la maison, et Shion pense que l'œuf est sur le point d'éclore, ce qui explique les mouvements violents. Kiseok craint qu'un monstre de niveau désastre ne sorte de l'œuf, mais Nari n'est pas d'accord, disant qu'il va éclore un monstre mignon. Les deux se disputent lorsque l'œuf commence à éclore, et ce qui en sort en premier, ce sont des griffes vraiment acérées. Le groupe reste curieux jusqu'à ce que l'œuf éclore complètement, révélant la créature à l'intérieur, mais Nari et Kiseok sont complètement confus car la créature n'est pas une qu'ils ont déjà vue. Il a le corps d'un serpent alors que ses pieds ressemblent à ceux d'un oiseau. La créature ne perd pas de temps et saute de la table sur le visage de Kiseok, et il manque de mourir de peur. Plus tard, Kiseok commence à abattre les arbres comme demandé par son maître. Gu s'assoit sur sa tête pour surveiller et superviser. Et tout en coupant les arbres, Kiseok a vraiment du mal à cause du poison présent dans la tenue. Kiseok n'arrive pas à croire que Shon se promenait parfaitement dans cette tenue maudite. Shon, de son côté, s'est juste bien amusé après avoir plié les vêtements. Nari se présente alors avec la créature dans ses bras, disant à Shon qu'elle semble être une créature obéissante et gentille. Shon pense que la créature est loyale envers Nari parce qu'elle peut comprendre que c'est elle qui lui a sauvé la vie. Cependant, la question de savoir comment ils vont l'appeler reste posée. Shion suggère alors de l'appeler Sasa parce qu'elle est en partie serpent. Nari en discute encore avec Shion lorsque Sasa saute et court vers les bois. Shion est heureux que les deux passent un bon moment ensemble, ce qui est de bon augure pour la famille. Shion dit ensuite à Gu qu'il n'a jamais vu une créature comme Sasa auparavant, et Gu dit la même chose, ce qui signifie probablement que c'est une espèce rare. Cependant, Gu sait avec certitude que le monstre provient de la région volcanique, et à cause de cela, ils doivent surveiller les mandragores. Apparemment, les monstres de la zone volcanique considèrent les espèces de type plante comme une friandise. En gros, ils grignotent toutes les plantes qu'ils voient puisque les plantes sont rares dans la région. De plus, ils aiment les plantes remplies d'une forte énergie démoniaque. À cause de cela, Gu est convaincu que le monstre essaiera de déterrer les mandragores afin de pouvoir les manger. Comme Gu l'avait prédit, le monstre s'est déjà frayé un chemin jusqu'au champ de mandragore, et un face-à-face s'ensuit entre eux. Nari veut les arrêter, mais Cheon dit qu'il n'y a pas besoin de cela. Il croit que ce sont des monstres, et ils doivent s'affronter au moins une fois pour régler leurs différends. Comme Sasa est encore assez jeune, Cheon ne pense pas qu'il représente un grand danger pour les plantes. Juste à ce moment-là, Sasa vise la plus petite mandragore, mais la plus grande la bloque. La mandragore saute immédiatement dans une formation défensive puis de contre-attaque, et comme prévu, la deuxième mandragore lance la contre-attaque. Cependant, Sasa bloque l'attaque avec sa queue tout en ayant l'air de sourire. Cependant, la troisième utilise déjà l'opportunité pour se rapprocher de Sasa. À la fin, les mandragores battent Sasa, et il commence à pleurer. Sasa finit par s'enfuir, et Shion mentionne que les mandragores sont les gagnants du premier round du combat. Comme le spectacle est terminé, Shion suggère qu'il est temps qu'il retourne à ce qu'il faisait. 2 jours plus tard, Kiziak termine l'extension de la maison, et Kiziak jette joyeusement la tenue avec des larmes de joie coulant sur sa joue. Il se demande s'il l'a bien fait, mais Shion se présente, le félicitant de l'avoir même fait mieux que prévu. Nari est également impressionné car la maison sent les fleurs, et c'est grâce à Gu qui a choisi du bois aromatique pour le bâtiment. Shon est confiant que tous les vêtements stockés la sentiront également bon. Lorsque Kiziuk apprend que Shon a donné un nom au nouveau monstre qui est Sasa, il en propose un soi-disant meilleur. Cheon lui dit de révéler le nom qu'il propose, et il finit par choisir Poussin Serpent, qui est le nom le plus stupide qu'un humain puisse imaginer. Nari suggère son propre nom, mais il s'avère qu'il est aussi nul. Gu veut se joindre à la conversation, et Cheon décide de lui demander son vrai nom puisqu'il prétendait en avoir un auparavant. Gu révèle alors que son vrai nom est Rocky Mountain Off, ce qui exprime essentiellement son identité. Shon soupire de déception puisqu'il vit avec une bande de cerveaux lents. Comme personne d'autre ne peut trouver un meilleur nom, le groupe s'en tient simplement à Sasa. Comme ils ont terminé l'extension de la maison, Gu demande à Shon quel est leur prochain plan. Shon révèle alors ce à quoi il pensait quand il était dans le royaume humain. Il suggère de construire une clôture solide autour de la maison pour empêcher les monstres d'entrer, même lorsqu'il n'est pas là. Kiseok regarde la maison et doute que quiconque ou tout monstre censé essaierait d'approcher la maison effrayante. Kion dit alors qu'un monstre de classe et sous des chasseurs hors la loi pourrait se présenter. Puisqu'il cherche à empêcher les gens d'entrer, Gu dit qu'elle doit être faite de matériaux à forte énergie démoniaque. Et pour cela, ils vont devoir aller dans la zone côtière. Apparemment, il y a un quartz jaunâtre là-bas qui est encore plus dur que la pierre noire.
Qian imagine déjà à quel point la clôture sera belle s'ils y attachent également des pierres lumineuses. Alors que Nari et Gu sont excités à l'idée d'aller dans la zone côtière, Kiziak en fait un cauchemar. Kiziak est mort de peur, mais juste à ce moment-là, il a un saignement de nez, ce qui signifie qu'il doit retourner dans le monde humain. Kiziak ne pourrait pas être plus heureux car cela s'est produit au bon moment. Kiziak dit immédiatement à Shon qu'il doit partir chercher des médicaments pour l'énergie démoniaque, et Shon est d'accord. Il lui dit de prendre soin des mandragores au cas où il reviendrait tard. Kiziak dit alors à Shon de faire attention à la région côtière car c'est un endroit dangereux pour les chasseurs de rang et inférieur. En gros, la région est dirigée par 2 monstres de niveau désastre. C'est la première fois que Qian entend cela, et Kiziak explique que des rapports ont indiqué qu'il s'agissait de chasseurs de chimères qui s'étaient échappés du laboratoire il y a longtemps. Apparemment, ils ont des têtes d'oiseaux, mais leur corps conserve sa forme humaine. Pendant ce temps, certains chasseurs affrontent pratiquement les 10 monstres de classe désastre. Ils réussissent un coup de suivi direct, ce qui fait que les monstres se tournent dans la direction opposée. Ils croient qu'ils s'enfuient et suggèrent de le poursuivre. Cependant, l'un d'eux dit qu'il devrait attendre que les monstres atteignent leur abri avant de les éliminer. Les chasseurs sont surpris que même après 60 ans, les monstres ne soient toujours pas morts. Ils croient que les chimères se sont complètement transformées en monstres, et les chasseurs ne sont pas prêts à permettre aux monstres de ternir la grande réalisation qui a accompagné la création des chasseurs de chimères. Soudain, ils ont remarqué que le monstre ne s'enfuit même pas mais vise directement eux. Le chef d'équipe ordonne à ses hommes de mettre en place une barrière contre l'attaque imminente. Cependant, leur barrière n'a pas fait grand-chose contre le monstre car il l'a brisé d'un seul coup. C'est alors qu'ils commencent enfin à comprendre qu'ils ont mal jugé la force du monstre. Le monstre revient vers eux et est sur le point de les achever lorsque Nari apparaît sur les lieux pour frapper le monstre tout en lui disant de s'en prendre à des gens de sa taille. Le monstre comprend que Nari est une chimère, et il saute en arrière pour réévaluer la situation. Nari dit alors à Xion que le monstre intimide les chasseurs, mais Xion pense que c'est en fait le contraire. Juste à ce moment-là, les chasseurs comprennent que la chimère mécanique est autour d'eux. C'est alors que Xion se rend compte que Nari a toujours un dispositif de suivi intégré en elle. De plus, Xion semble connaître le type à tête d'oiseau. Xion lui crie alors dessus, lui rappelant qu'ils étaient colocataires, mais il ne semble pas se souvenir de son numéro d'identification. Pendant que Xion discute avec l'homme à tête d'oiseau, les chasseurs suggèrent qu'il serait préférable qu'il se retire et retourne dans le monde humain. Cependant, il prévoit de revenir plus fort. Et au moment où Xion entend cela, il sait qu'ils vont être une plaie. Sans hésitation, il suggère que lui et l'homme à tête d'oiseau s'occupent de la situation. Il s'avère que l'oiseau était vraiment son colocataire, le numéro 33. Le numéro 33 reconnaît également l'odeur venant de Xion, et il est capable de comprendre qu'il est le numéro 17. Il y a 66 ans, dans une forêt proche du laboratoire TDA, le numéro 33 a été vu portant une petite fille sur son dos alors qu'il tentait de s'échapper du laboratoire. Apparemment, la petite fille s'appelait alors Gia, et le numéro 33 avait du mal à les mettre tous les deux en sécurité. Alors qu'il court à travers la forêt, il rencontre soudain le petit Xion qui dit au numéro 33 qu'il a entendu parler de ses effets secondaires et du fait qu'il s'aggrave. Xion lui a dit que ça finirait quand même mal pour lui s'il ne revenait pas dans 3 jours, car le sort de détonation entrerait en jeu et le tuerait. Cependant, Xion dit que sa sœur, Gia, n'est pas encore prévue pour la suppression. Xion suggère que le numéro 33 reste au laboratoire où il peut obtenir des inhibiteurs pour ses effets secondaires afin de vivre un peu plus longtemps, même si ce n'est qu'un jour. Le numéro 33 dit alors à Xion qu'il ne saura jamais ce qu'il ressent puisqu'il n'a pas d'effets secondaires comme le reste d'entre eux. Le numéro 30 allonge sa sœur et dit à Xion que tout ce qui l'intéresse, c'est de vivre librement. Et pour cela, il est prêt à combattre Xion pour se sortir de son chemin. Juste à ce moment-là, Shon ouvre une porte vers le royaume des démons pour lui, choquant le numéro 33 car il ne s'attendait pas à ce qu'il ait une pierre de porte. En gros, ils savent qu'il existe 2 options pour eux s'ils entrent dans le royaume des démons. Soit leurs cellules humaines sont empoisonnées par l'énergie démoniaque, soit leurs cellules de monstres absorbent l'énergie démoniaque et sont activées. Qui ont fait savoir au numéro 33 que le royaume des démons est la meilleure option pour lui puisqu'il veut vivre librement jusqu'à sa mort. En gros, le sort de détonation du laboratoire ne s'activera pas s'il passe dans le royaume des démons. Le numéro 33 a demandé à Qian s'il existait un moyen de survivre dans le royaume des démons, et il lui a dit qu'il devrait accumuler suffisamment de mana pour protéger son corps et son esprit humain de l'énergie démoniaque. Qian admet que ce n'est peut-être pas facile pour lui à cause de ses capacités actuelles, mais il est à peu près sûr que l'avenir est incertain. Le numéro 33 dit qu'il ne sait peut-être pas pourquoi Qian les aide, mais il accepte l'aide malgré tout. Avant d'entrer dans le royaume des démons, le numéro 33 dit qu'ils sont colocataires depuis 4 ans, mais qu'ils ne connaissent toujours pas leurs noms respectifs. C'est à ce moment que le numéro 33 révèle enfin que son nom est Yubom. Maintenant, dans le présent, Xion met les chasseurs dans un état de contrôle mental pour effacer leurs souvenirs. Et une fois qu'il se rend compte que ça marche parfaitement, il les laisse partir. Apparemment, Xion a les cellules d'une herbe d'oubli transplantées dans son corps, ce qui provoque l'hypnose et la perte de mémoire.
Yubiom n'arrive pas à croire le nombre de choses qui ont été injectées dans le corps de Xion juste parce qu'il n'a jamais montré d'effets secondaires. Xion fait savoir au type que beaucoup de choses se sont réellement passées après son départ. Nari tire ensuite les vêtements de Xion pour lui demander s'il connaît Yubiom d'un endroit. Puisqu'il joue au jeu indigène, Xion dit à Nari que Yubiom vient de la tribu des moineaux, ce qui choque Yubiom lui-même. Cheon rend même ça plus amusant en taquinant Nari, en lui demandant si la tribu des moineaux et la tribu des noix de coco sont des alliés. Nari répond rapidement qu'ils sont effectivement alliés. Pendant que les deux disent cela, Yubiom reste totalement confus. Juste à ce moment-là, Nari baisse la tête pour s'excuser auprès de Xion, disant qu'elle l'a attaqué parce qu'elle pensait qu'il était une mauvaise personne. Nari commence immédiatement à se plaindre de la faim, et Xion demande à Yubiom s'il a de la nourriture chez lui. Yubiom est toujours confus par tout ce qui se passe en sa présence parce qu'il ne veut pas croire au fait que Xion élève une fille. Momentanément, Yubiom emmène le groupe dans sa maison, qui est construite comme un vrai nid d'oiseaux. Xion félicite Yubiom, lui disant qu'il a en fait très bien construit sa maison. Yubiom sort ensuite une assiette de palourdes grillées qu'il a préparée, auquel il a même ajouté du potiron démoniaque. Rien qu'en le regardant, ça a déjà l'air délicieux. Et au moment où Go et Nari y goûtent, ils se retrouvent au paradis de la nourriture. Même Chaon admet que la nourriture est vraiment bonne, même la mousse rouge que Yubiom y a ajoutée. Yubiom est fier de sa cuisine car il a mentionné que la mousse rouge est un assaisonnement polyvalent. Yubiom est sur le point de leur dire de manger lentement quand il entend Nari crier pour en avoir plus. Yubiom manque de s'évanouir à cause d'une crise cardiaque parce qu'il n'a plus d'ingrédients. Puisque Nari a tellement aimé la nourriture, elle a proposé d'aller attraper des palourdes pour que Yubiom puisse refaire le plat. Yubiom mentionne alors qu'il pourrait être un peu dangereux pour elle d'attraper les palourdes, mais Nari s'enfuit en promettant d'en attraper autant qu'elle peut parce qu'elle veut manger à sa faim. Pendant que les enfants sont partis, les aînés sont laissés pour discuter des conséquences de son départ. Yubiom est impressionné quand il entend que Xion est en fait revenu à la vie grâce aux cellules d'immortalité à l'intérieur de lui. Yubiom demande ensuite à Xion s'il prévoit de retourner au laboratoire. Xion avoue que parfois il en a réellement envie, mais il pense qu'il a déjà une bonne vie, donc il n'a pas besoin de se précipiter. Xion demande ensuite à Yubiom s'il prévoit de se venger aussi. Yubiom mentionne alors que les sorts dans le corps de Xion ont peut-être disparu après son retour à la vie, mais on ne peut pas en dire autant pour eux. Quant à eux, ils ont toujours les sorts de détonation dans leur corps. Yubiom est à peu près sûr qu'ils vont exploser au moment où ils retourneront dans le monde humain. Xion remarque que Yubiom peut contrôler ses ailes, mais il lui pose des questions sur sa tête et si elle est déjà revenue à la normale. Yubiom mentionne alors qu'il peut en fait la changer, mais il la garde intentionnellement telle qu'elle est. Apparemment, le visage de sa sœur a changé, et s'il a l'air normal, sa sœur se sentira certainement mal. Juste à ce moment-là, Xion pose à Yubiom une question délicate, à savoir s'il sait qu'il ne lui reste qu'un mois à vivre. Yubiom n'est pas surpris par cela car il le sait déjà aussi. Yubiom admet que c'était difficile quand il est arrivé pour la première fois dans le royaume des démons, et il a dû rassembler du mana juste pour survivre. Plus tard, il a senti que son mana et son énergie démoniaque étaient au même niveau, et à cause de cela, Yubiom était en paix depuis longtemps. Cependant, quelque chose de terrible s'est produit il n'y a pas si longtemps. Le trou de mana de Jia s'est emmêlé et son énergie démoniaque a commencé à se déchaîner. Yubiom dit qu'il a essayé de le forcer à s'ouvrir, mais cela a endommagé son propre trou de mana dans le processus. Yubiom dit qu'il s'en est occupé, mais Jia dort parce qu'elle préfère manger des fruits avec du poison pour dormir. Xion comprend que Jia se met intentionnellement dans un état comateux pour ralentir l'énergie démoniaque qui ravage son système. Juste à ce moment-là, il vient à l'esprit de Xion qu'il existe une potion qui peut être faite avec de la mandragore pour guérir le trou de mana. Xion comprend que Yubiom ne le savait pas, c'est pourquoi il ne l'a pas fait. Pendant ce temps, Jia traverse une période difficile dans la grotte où elle se cache. Yubiom est finalement choqué quand il apprend que lui et Jia peuvent vivre. Xion ne blâme pas l'ignorance de Yubiom parce que lui-même ne savait tout que parce qu'il a étudié la pharmacologie au laboratoire à partir de l'âge de 15 ans. Xion lui dit que tout ce dont il a besoin, c'est de boire de l'eau raffinée d'un trou de mana infusé avec les racines restantes d'une mandragore. Xion a toujours pensé que les restes étaient insignifiants, mais ils absorbent en fait l'énergie démoniaque sous terre, puis germent en de nouvelles entités, se multipliant même en plus. C'est fondamentalement une source de vitalité en soi. Pour cette raison, toute eau raffinée fabriquée à partir de ces racines restantes montre des effets remarquables dans la régénération des trous de mana. Kion n'a jamais pensé que ce serait utile pour lui, mais il est reconnaissant. Il élève en fait des mandragoras. Xion dit alors à Yubaom qu'il part en chercher. Yubaom est choqué d'entendre que Xion est prêt à aller dans le royaume humain pour obtenir de l'eau raffinée. Xion souligne le fait évident que Yubaom ne peut pas y aller à cause de la malédiction qui pèse sur lui, c'est pourquoi c'est lui qui doit y aller. Cependant, il exhorte Yubaom à surveiller Nari et Go pendant son absence. Comme l'alchimiste qui fabriquera l'eau raffinée exigera un paiement, Chaon demande à Yubaom s'il a de l'argent, mais il répond non. Cependant, il a beaucoup d'autres choses qu'il a récupérées auprès des chasseurs. Xion prend les objets et assure à Yubaom qu'ils suffiront pour ce qu'il veut. Xion se dirige vers le royaume humain, et il rencontre Bongsu pour lui dire qu'il a besoin d'un alchimiste.
Heureusement, Bong-su est devenu un guide respectable, et il parle à Chon d'une branche d'alchimie qui a ouvert dans les bidonvilles. Il prévoit d'y conduire Chon car c'est leur meilleure chance de trouver ce dont il a besoin. Chon remarque que Bong-su porte des sacs de sable sur les bras et les jambes, et il lui demande pourquoi. Bong-su mentionne qu'il développe son endurance afin de devenir fort comme Chon. Shiyan est surpris d'entendre cela, et Bong-so lui dit qu'il a déjà compris que Shiyan est un chasseur incroyable parce qu'il entre pratiquement dans le royaume des démons avec rien d'autre que son corps nu. Ils arrivent rapidement à la boutique d'alchimie, et Bong-so dit à Shiyan qu'un nouveau directeur de succursale est arrivé il n'y a pas longtemps, et on dit qu'il est vraiment doué. En plus de ses compétences, il a une bonne personnalité. Juste à ce moment-là, ils aperçoivent le dit directeur au loin, recevant un appel du prêteur sur gage. Bong-su mentionne que le directeur travaillait à l'origine à la succursale de Gold City depuis 20 ans, mais il a été rétrogradé et transféré dans les bidonvilles. Et en plus, ils ont réduit son salaire aussi. Qui en pense que le type a fait quelque chose de mal, c'est pourquoi il a évidemment été rétrogradé. Bong-so explique alors que d'après ce qu'il a entendu, l'un de ses supérieurs prenait secrètement de l'argent sur les colis destinés aux bidonvilles. Cependant, lorsque l'alchimiste Kim l'a signalé, il a été jeté dehors pour être un fauteur de troubles, c'est ainsi qu'il a fini dans le bidonville. Juste à ce moment-là, Kim remarque la présence de Bong-so, et son visage triste s'illumine immédiatement. Bong-so dit alors à Kim que Chon a besoin d'un alchimiste. Chon utilise son pouvoir pour accéder au type, et il peut voir qu'il est clairement doué. Une fois qu'il a fini de les mettre en contact, Bong-so s'en va, affirmant qu'il doit aller s'entraîner. À l'intérieur du bureau d'alchimie, l'employé se plaint des faibles rendements lorsque Chon et le directeur entrent dans la pièce. En entrant, Kian va immédiatement au but, demandant à Kim s'il peut fabriquer des trous de mana raffinés en utilisant du mandragore puisqu'il est un alchimiste de rang A. Kian ajoute qu'il a besoin d'environ 2 litres d'eau raffinée. Kim pense que Kian dit des bêtises parce qu'il sait qu'il n'y a pas de mandragore dans les bidonvilles. Et en plus de cela, il se demande comment Chon connaît son rang. Kim est sur le point de refuser l'offre en raison d'un manque d'ingrédients lorsque Chon sort de minuscules racines de mandragore qui contiennent une énergie démoniaque dense, choquant Kim. Kim est totalement époustouflé parce que les racines ont l'air absolument fraîches comme si elles venaient d'être récoltées. Chon mentionne alors qu'il prévoit de payer les services de Kim avec des spécialités de la région côtière. Il donne le sac à Kim, lui disant d'évaluer tout ce qu'il y a à l'intérieur du sac. Kim regarde dans le sac pour voir des perles noires de rang S, le laissant époustouflé car même le siège n'en a jamais vu. En plus de cela, il y a des palourdes géantes et de la mousse rouge. Shiyan demande alors à Kim si tout suffira à couvrir les frais de fabrication, et il répond oui. En fait, tout l'ingrédient est plus que suffisant pour acheter tout le bâtiment. L'employé dit à Kim qu'il doit se procurer l'équipement d'évaluation car les articles de grande valeur ont également besoin d'un équipement coûteux pour être évalués. Après que l'employé ait quitté la pièce, Chon aperçoit un mandragore dans un tube, et il interroge Kim à ce sujet puisqu'il a dit qu'il n'en avait pas. Kim mentionne que le mandragore qui le regarde est mort depuis environ 10 ans, ce qui signifie essentiellement que tous ses effets médicinaux ont disparu. Kim ne l'a gardé qu'en raison de son intérêt pour la recherche sur le mandragore. Juste à ce moment-là, Chion mentionne que le mandragore est toujours vivant, choquant le type. Chion le nourrit alors de mana, et à la surprise de Kim, le mandragore y réagit. Chion mentionne que le mandragore est dans un état comateux parce qu'il a épuisé son énergie démoniaque. Kim ne veut pas croire ce qui se passe parce qu'il a lui-même nourri le mandragore de beaucoup de mana. Juste à ce moment-là, le patron maléfique de Kim, entre dans la pièce, et il ne perd pas de temps à se moquer de Kim et de son bureau poubelle. Kim est surpris de voir l'homme là, et il lui demande pourquoi il est venu dans les bidonvilles, puis mentionne qu'il a reçu un rapport selon lequel quelque chose de bien vient d'entrer dans le laboratoire, c'est pourquoi il est venu. Kim est surpris d'entendre cela, se demandant si son assistant a déjà contacté puis parle de ses subordonnés, un ensemble de jumeaux qui sont des utilisateurs de capacité, puis se tourne vers Chon pour se présenter comme Anji Jong, le directeur de l'association d'alchimie. Il veut que Chon vienne avec lui à Gold City, et il promet de prendre soin de lui. Han continue en disant qu'il est prêt à donner à Chon un contrat exclusif, qu'il n'obtiendra jamais de Kim. Chon demande alors à propos de la verrue sur son nez parce qu'il veut connaître sa relation avec Bogdok et rit à haute voix quand il entend cela, et il révèle que Buktiok est son grand-père. Chion peut clairement voir la ressemblance de poubelle entre eux deux parce que Buktiok était la personne en charge des expériences qui ont fait de lui une chimère. C'était un scientifique poubelle qui ne se souciait jamais des enfants, et il a même une verrue sur le nez comme son petit-fils. Au moment où Chian confirme qu'ils sont semblables, Chian frappe avec tellement d'aura qu'il tombe à genoux. Chion parle de sa déception qu'on soit juste comme son grand-père poubelle qui est une personne avide et ivre de pouvoir. Anne est sincèrement confuse, et Chion décide qu'il a une question simple, qui déterminera s'il vit ou meurt. Avec tellement de fureur dans ses yeux, Chaon demande si le laboratoire TDA existe toujours et répond qu'il n'a aucune idée de quoi parle Chaon, laissant Chaon lui demander à nouveau s'il ne connaît vraiment pas le laboratoire de recherche Shimra où Bogdok travaillait en tant que chercheur principal. Kim se cache derrière quelque chose, et il est surpris d'apprendre que Bogdiak, qui a remporté le prix de la paix,
travaillait en fait dans un laboratoire illégal. Toujours au sol, en réprimande Chon, lui disant de ne pas salir le nom de son père car il a travaillé dur pour nourrir la prochaine génération à l'université. Même après avoir pris sa retraite, il a fait don de toute sa fortune aux familles des victimes de la porte, ce qui lui a valu le prix de la paix. Kion comprend que Bokyok a décidé de faire une repentance publique après avoir tué tant de personnes dans les coulisses. Shihan s'attendait à ce qu'il soit toujours en vie puisqu'il était un éveillé, mais il est mort si vite. Shihan demande alors si c'était un effet secondaire d'une chute d'une fenêtre, et cela choque Anne car l'incident n'était pas connu du public et est curieux à ce sujet. Et Shihan mentionne que c'est lui qui a poussé Bokyok par la fenêtre parce qu'il transformait des enfants kidnappés en chimères. Il a menacé de les pousser dans une porte, mais Shihan a agi en premier, et il a poussé le type par la fenêtre. Shihan dit alors à Anne qu'il va lui donner une seule chance. Il veut qu'Anne retourne enquêter sur le laboratoire de recherche TDA. Shon fait savoir à Anne qu'il sera là pour le trouver quand le moment sera venu. Shon est surpris d'avoir rencontré la progéniture de Bogdog dans les bidonvilles. Il se souvient comment ils l'ont soumis à l'expérience douloureuse quand il avait 9 ans, et les parties de monstres ont commencé à apparaître sur son corps dans sa vingtaine. À partir de ce moment-là, il ne se souvient vraiment pas de ce qui s'est passé. Il comprend qu'il suivait essentiellement des ordres et des instincts sans pouvoir penser par lui-même. Il réalise soudainement que le nom du laboratoire a peut-être changé parce que cela fait longtemps. Peu de temps après, Kim revient de son laboratoire avec l'eau raffinée qu'il veut. Shon est impressionné qu'il ait été très rapide à ce sujet même s'il est un alchimiste de rang A. Kim révèle que les ingrédients étaient si bons que tout s'est bien passé. Juste à ce moment-là, Shon demande à Kim s'il serait prêt à signer un contrat personnel avec lui, et il promet de lui donner les ingrédients restants. Kim est choqué quand il entend Shon lui offrir un contrat exclusif en plus des ingrédients coûteux qu'il a. Des larmes de joie commencent à couler de ses yeux quand Kim entend cela, laissant Shon confus car il pense qu'il a offert au type une mauvaise affaire. Kim mentionne ensuite qu'il venait des bidonvilles, et que quand il était jeune, ses parents ont contracté un énorme prêt privé. Il a promis qu'il le rembourserait, mais peu importe ses efforts, il était toujours bloqué au même endroit. Ce que Shon vient de faire pour lui est considéré comme la plus grande gentillesse, le laissant se demander comment il pourra le rembourser. Shon n'arrive pas à croire que le type pense déjà à le rembourser. Shihan dit alors à Kim que tout ce qu'il veut, c'est qu'ils continuent à travailler ensemble. Shihan sait qu'il aura encore besoin de Kim à l'avenir. Son affaire étant conclue, il se dit qu'il est temps de rentrer, mais il espère que rien de grave ne s'est produit en son absence. Comme il le craignait, Jia s'est déchaîné et a battu Yubaom. Même en se faisant battre, Yubaom est déterminé à tenir sa promesse de protéger les enfants. Yubaom décide finalement d'engager sa sœur dans une bataille féroce, et il se précipite vers elle à grande vitesse. Il la jette au sol, mais soudain, une étrange barrière la recouvre. Yubiom se demande ce qui se passe lorsqu'il réalise finalement que c'est Shon qui a mis une couverture de méduse sur elle pour la retenir. Tout le monde est soulagé de l'arrivée de Shon, et Yubiom lui demande s'il a récupéré le médicament. Shon lui assure qu'il l'a avec lui. Il lui dit de donner une bouteille à Shon et de prendre l'autre pour lui. Après avoir bu le médicament, Shon se calme, et elle se réveille plus tard dans la nuit avec Nari dormant à côté d'elle. Shon se lève, pensant que c'est un rêve jusqu'à ce qu'il voit Yubaom et Shon assis ensemble près du feu. Quand Cheon se retourne pour regarder Jia, elle s'évanouit presque en criant, demandant à Cheon qui il est. Le cri de Jia réveille Jia de son sommeil, et elle ne perd pas de temps à se montrer amicale avec elle. Yubaom dit alors à Jia de vérifier son trou de mana, et quand elle le fait, elle se rend compte qu'il est complètement guéri. De plus, son visage est revenu à la normale. Jia est époustouflée par cela, et elle demande à Yubaom où il a trouvé les gens chez eux. Yubaom est surpris qu'elle ne reconnaisse pas Shon alors que c'est elle qui n'a cessé de pleurer pour le voir. Yubaom comprend que cela fait longtemps, c'est pourquoi elle ne le reconnaît pas. Cependant, après un bon coup d'œil, Jia réalise finalement que Shihan est le numéro 17. Elle court vers son frère pour confirmer si elle regarde vraiment le numéro 17, et il dit oui. Au lieu d'agir de manière amicale, Shihan décide d'utiliser son aura en demandant s'il y a encore de la mousse rouge. Yubiom répond qu'il n'y a plus de mousse rouge, mais Jia n'est pas surprise car Shaon a toujours été la personne la moins empathique avec l'empathie. Néanmoins, elle retire son masque pour remercier Shaon pour tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Soudain, Nari remarque quelque chose qui scintille dans la mer, et Jia explique que c'est une fée des mers. Apparemment, ce sont des hippocampes qui vivent dans les profondeurs de la mer, mais Jia et Yubiom leur ont donné le surnom de fée des mers parce qu'ils ressemblent à des fées lorsqu'ils jouent avec eux. Apparemment, les hippocampes ne sortent que la nuit et rentrent quand le soleil se lève. Jia révèle que s'ils suivent les fées des mers, ils peuvent trouver un quartz jaune brillant. C'est alors que Shon se rend compte qu'il a totalement oublié son objectif principal. Shon demande alors quand le soleil se lèvera, et Jia dit qu'il sortira très bientôt. Puisque c'est le cas, Shon décide qu'il doit aller nager. Pendant ce temps, à l'extérieur, les scientifiques ont enregistré le dernier emplacement connu de la chimère mécanique dans la région côtière. Les scientifiques sont en réunion quand on appelle Myondo, lui demandant s'il sait quelque chose sur le laboratoire TDA. Myung-do dit qu'il n'a pas entendu parler du laboratoire, et on mentionne que c'était un laboratoire illégal qui a été géré il y a longtemps.
Nyung-do essaie de dire à On que le laboratoire de recherche Ambi ne fait pas le genre de choses qu'il recherche. Nyung-do mentionne que Bogdok lui a toujours dit d'être un chercheur honnête et intègre. Après l'appel, Nyung-do commence à se demander comment on connaissait le laboratoire illégal. Momentanément, un de ses assistants entre dans la pièce, lui disant qu'ils ont réussi à créer une mandragore en métal liquide. Nyung-do est content de sa nouvelle création car les mandragores sont assez exceptionnelles en matière de parenté. Il est content d'avoir laissé un peu de métal liquide derrière lui. Il est à peu près sûr que la mandragore en métal ira après Nari et sera capable de la trouver rapidement. Il ordonne ensuite de tripler la prime sur Nari et d'engager également tous les chasseurs de classe A. Il est désespéré de trouver Nari quoi qu'il arrive car il la considère comme son chef-d'œuvre de vie. De retour dans le royaume des démons, Yubiom se tient devant la mer et se souvient de la conversation qu'il a eue avec Cheon au sujet du quartz. Apparemment, Cheon lui avait dit qu'il voulait l'utiliser pour sa maison, ce qui a choqué Yubiom. Yubiom se rend compte que Chon passe un bon moment dans le royaume des démons. Chon demande ensuite à Yubiom s'il aimerait visiter le monde humain, et Yubiom dit qu'il n'est pas entièrement curieux, mais qu'il aimerait voir comment les choses ont changé. Chon lui a ensuite dit qu'il pouvait en fait l'aider à se débarrasser de la malédiction sur son corps. Yubiom est curieux à ce sujet, et Chon parle à Yubiom de l'alchimiste, disant que Kim est assez compétent. Chon dit qu'il veut que Kim fasse des recherches sur les sorts, mais il exhorte Yubiom à ne pas avoir de grands espoirs. Yubiom commence à pleurer en demandant à Chon pourquoi il les aide toujours alors qu'ils n'ont jamais rien fait pour lui auparavant. Chion révèle que le fait de regarder les frères et sœurs l'impressionne et lui fait se demander s'il y a quelque chose de plus important que de survivre. Chion dit qu'en aidant Yubiom et sa sœur, il croit qu'il va trouver une réponse. Maintenant debout devant la mer claire, sa sœur apparaît soudainement au loin et lui lance une corde en lui disant de la tirer. Sans savoir ce que c'est, Yubiom la tire mais se rend compte qu'elle est en fait très lourde. Yubiom utilise toute sa force pour la tirer fort, et il parvient à sortir l'objet lourd de l'eau. Il s'avère qu'il s'agit d'une grande quantité de quartz. Yubiom est absolument époustouflé quand il voit cela car il n'arrive pas à croire que Chon et son équipe ont extrait quelque chose d'aussi grand. Nari et Chon se sont amusés à nager dans l'eau tout en extrayant le quartz. Quand ils sont arrivés au palais des marins, c'était absolument magnifique, comme un palais jaune. Nari dit à Cheon qu'elle aimerait qu'il visite le palais une autre fois. En raison du nombre de pierres, Yubiom demande à Cheon comment il compte les déplacer jusqu'à sa maison. Cheon dit alors qu'il devrait commencer à y penser. Soudain, il aperçoit un oiseau à bec de perroquet volant au-dessus d'eux. Il se demande pourquoi un oiseau qui se déplace habituellement en groupe vole soudainement en solo. Nari est époustouflée par la vue du perroquet, et elle dit qu'il a l'air très joli. Mais Jia lui dit qu'elle va changer d'avis quand elle se rapprochera. Jia dit que les oiseaux mesurent plus de 4 mètres de long et qu'ils sont extrêmement vicieux. En raison de leur aspect terrible, Jia et Yubiom ne se mêlent même pas à eux. Cependant, Yubiom connaît déjà l'idée folle qui traverse la tête de Chon. Chon confirme en disant qu'il cherchait en gros un camion, et l'oiseau s'est présenté. De retour à la maison, Kishuk travaille toujours à renforcer son mana, et il peut voir que son trou de mana devient de plus en plus grand. Il est impressionné par ce qu'il a accompli, et il croit que son rêve de devenir un chasseur de rang A pourrait réellement se réaliser. Il pense à cela lorsque la mandragore en métal apparaît derrière lui. Il panique quand il voit la créature bizarre, mais ses soucis ne sont pas terminés car derrière la mandragore se tiennent également 3 chasseurs de rang A effrayants. Les chasseurs reconnaissent Kiziak grâce à son crâne chauve, et ils ne perdent pas de temps à se moquer de lui. Apparemment, ce sont eux qui ont intimidé Kiziak lorsqu'il s'est présenté à l'examen de promotion. Kiziak panique quand il se rend soudain compte que 3 mandragores dans le jardin tiennent bon, et qu'elles le font de la manière la plus élégante qui soit. Les chasseurs sont excités par les mandragores à cause de leur valeur. Un des chasseurs s'approche de la mandragore pour essayer de la tromper. Kiziok se prépare déjà à donner sa vie pour protéger les mandragores lorsque la plus grande des mandragores donne un coup de pied si fort au chasseur qu'il est envoyé voler au loin. Étonnamment, Yubeo et Geia arrivent à la maison en même temps, se demandant qui cause des problèmes chez Chion. Apparemment, les deux avaient devancé Chion pour se rendre à sa maison parce que l'oiseau à bec de perroquet volait si lentement, Chion l'ayant tabassé en essayant de l'apprivoiser.